Dans cet épisode spécial de votre série favorite, Anthony Perrier fait de la mécanique de merde. Vous allez voir Anthony faire de la mécanique de merde. Vous allez le voir réussir. En vrai, je suis content. De ouf. Vous allez le voir échouer. Oh, ça me pète les couilles. Putain, j'ai une limaille dans le doigt. Vous allez le voir parler, mais pas l'entendre parce qu'il a encore oublié d'allumer le micro. Mais surtout, vous allez le voir bosser sur une Jaguar. Et pas n'importe quelle Jaguar. Cette Jaguar! Bonjour, salut, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Anthony Perrier et mon métier c'est youtubeur depuis maintenant quelques années. Ça se voit derrière moi, ce que j'aime c'est les projets débiles. Et il faut savoir qu'il y a quelques temps, j'ai fait ce projet débile. Ce projet débile, vous l'avez adoré pour ceux qui ont vu les vidéos, c'est tout simplement une base de Peugeot 406 Break diesel 2 litres HDI que j'ai décidé de rehausser et de le mettre les gros roues, les gros pneus, mais globalement ça s'arrête là. Il y a une peinture complète à la Montana et c'était je pense un des projets qui m'a le plus fait kiffer parmi tous mes projets parce qu'il était simple à réaliser, pas très cher à réaliser et malheureusement ce projet est tombé dans le feed d'un autre youtubeur qui s'appelle le designer auto. Alors il m'a contacté et il m'a dit mec j'ai pour projet de rehausser une voiture en mode raid, est-ce que ça t'intéresse? Moi j'adore le challenge, j'adore la mécanique et j'adore les voitures donc j'ai dit oui avec plaisir. Qu'est-ce que c'est comme voiture, dis-moi, le designer auto? C'est une Jaguar XJ40. Pourquoi? Les copains, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je voulais juste vous parler du partenaire du jour qui n'est autre que Car Vertical. Et oui, effectivement, encore eux, mais c'est pas pour rien. Je leur fais confiance, ils me font confiance. Et puis surtout, maintenant on commence à voir avec le temps que Car Vertical, ça marche réellement et ça peut réellement vous sortir de la galère. Donc laissez-moi juste vous expliquer comment ça marche. Et si vous n'êtes pas déjà au courant, il y a un code promo PDLV20 pour bénéficier de 20% de réduction sur Car Vertical. Alors, Car Vertical, c'est avant tout un site internet, mais c'est également et surtout une application mobile que vous pouvez avoir directement sur votre téléphone. Et en gros, une fois que vous êtes connecté sur l'application ou sur le site internet, il suffit juste de taper une plaque d'immatriculation ou encore mieux si c'est une voiture actuellement étrangère, juste un numéro de châssis. Puis là, il va vous retracer l'historique complet de la voiture s'ils l'ont en stock parce qu'ils travaillent avec beaucoup d'assurance, mais parfois ça peut arriver qu'ils aient pas les informations. Alors en gros ici, pour rester dans le thème de la Jaguar, ils m'ont envoyé le rapport d'une Jaguar F-Type qui est très intéressante puisque dès qu'on arrive sur le rapport, ça nous parle français. On a un problème de title, donc de papier de carte grise qui a peut-être été réglé, mais en tout cas à un moment donné, il y avait effectivement un problème de title et on a également un problème de dommage, le véhicule a été accidenté. On descend un petit peu, on arrive sur des photos et là on comprend immédiatement qu'il y a eu un très gros problème sur la voiture, alors pas du tout au niveau de l'arrière mais au niveau de l'avant du véhicule. C'est un véhicule qui a été je pense accidenté puis qui a brûlé ou alors qui a seulement brûlé, mais non, au vu des photos je pense qu'elle a seulement brûlé. Et effectivement là on a bien un problème de papier sur le véhicule puisque la voiture a été rentrée à un moment ou un autre chez Copart qui est donc une casse automobile américaine et en général quand c'est écrit salvage à côté c'est que ça a bien chiffré. On descend, on arrive au niveau de la chronologie du véhicule, on voit que c'était une voiture américaine qu'elle a été revendue plusieurs fois puis en 2021 elle a été accidentée puis remise en vente et puis bizarrement quelques mois plus tard elle s'est retrouvée en Lituanie où elle a passé un contrôle technique puis elle a ensuite été importée quelques mois plus tard en France puis remise en vente. C'est comme ça qu'on a trouvé la voiture puisqu'elle est actuellement en annonce sur un site de vente. Alors en soi la voiture a été réparée, les papiers ont dû être remis en ordre sinon elle se retrouverait pas en vente en France, mais il y a effectivement eu un problème au niveau de la voiture et quitte à acheter une Jaguar F-Type qui coûte quand même bonbon, autant être renseigné sur l'historique de la voiture. Enfin si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à utiliser le code promo PDLV qui te fera bénéficier de 20% de réduction sur tes prochains rapports. Bref, sur ce, retour à notre Jaguar qui pour le coup n'a pas été accidenté. Enfin, pas encore. Alors si vous ne connaissez pas le designer auto, c'est un gars super sympa qui parle de sujets super intéressants et d'ailleurs je vous invite à aller regarder ce qu'il fait en cliquant sur le lien juste ici en haut à droite et il est pas mécanicien et je pense que c'est pour ça qu'il a choisi une XJ40 parce que je pense qu'il ne sait pas à quel point ces voitures sont belles certes mais à quel point ce sont de grosses pelles à nez. Alors je sais que parmi vous statistiquement il y a forcément des passionnés de Jaguar, oui ça arrive, c'est une maladie peu courante heureusement mais ça arrive. Alors là je dis ça de manière un peu rigolote histoire de vous faire réagir mais en vérité c'est des voitures qui sont
bourrées de qualité, elles sont également bourrées de défauts, mais voilà, bon, globalement, mon rôle, durant les quelques prochaines semaines, mois, années, j'en sais rien, décennies, je sais pas trop, ça va être de préparer ce véhicule en mode rallye raid. Non, alors là, en réalité, je vanne vachement le truc, mais non, sincèrement, je suis super heureux de participer à ce projet. J'ai vraiment beaucoup d'idées. Le problème, c'est que c'est des idées que j'ai eues grâce à la 406, parce que je sais comment j'ai fait pour la rehausser, je sais pourquoi je l'ai fait, parce que c'est une voiture que je connais. Le gros problème de cette Jaguar-là, c'est que je ne la connais pas. Et je sais que déjà, il y a beaucoup de problèmes. Par exemple, à l'arrière de cette voiture, on retrouve des suspensions pilotées. Non, c'est pas piloté. En gros, l'assiette de la voiture, tu vois, le réglage de la hauteur de l'arrière de la voiture est géré hydrauliquement. Je sais pas exactement comment ça fonctionne, on va le découvrir ensemble dans cette vidéo, mais en gros, à l'arrière de la voiture, en fonction de tout un tas de paramètres complètement inconnus, eh ben, la hauteur de la voiture se règle automatiquement. Quand je te dis que c'est une pelle à mettre, non mais effectivement, déjà tu te rends compte que ça va être un challenge quand tu ouvres le capot. Regarde à quel point je suis un small boy à côté de toute cette merde, putain. Il y en a de partout, hein. Tu sens que c'est vraiment les prémices des grosses voitures de luxe avec de l'électronique, parce que en fait, mettre de l'électronique dans sa bagnole à cette époque-là, c'était super stylé, parce que c'était nouveau. Du coup, ils en ont mis partout. Mais voilà, on est quand même sur un moteur relativement sympa, c'est un 6 cylindres en ligne de 3,6 litres de cylindrée. Blague à part, pour l'instant, en vérité, j'ai pas tant de consignes quant à la préparation de cette voiture-là. J'ai quelques croquis et schémas que Constantin du designer auto m'a fait, mais à part ça, je sais pas trop où je vais. Je sais juste que oui, on veut impérativement rehausser le véhicule, et ensuite il y a tout un tas d'améliorations à faire annexes, du genre fiabiliser un peu le freinage, fiabiliser un peu le refroidissement, parce que j'imagine qu'il veut faire le con avec ce machin-là, et malgré tout, on est sur un paquebot qui fait 5 mètres de long et 3 tonnes 18. En tout cas, au ressenti, quand je la manœuvre, c'est 3 tonnes 18. Et ouais, le but, c'est d'y foutre des grosses roues, mais je sais pas quelle taille de roue. Donc tout ça, c'est des trucs à calculer, des trucs à regarder, mais on va dire que ce qui m'inquiète, c'est le plus gros du boulot, la rehausse. Donc là maintenant l'objectif c'est de la foutre en place sur le pont. Putain la classe, écoute le bruit de la porte, ça vraiment... Oh oui. C'est donc maintenant que je viens de lever pour la toute première fois la Jaguar, j'ai pas encore regardé dessous, je sais pas à quoi ça ressemble. C'est donc maintenant que je me rends compte si c'était une grosse connerie d'accepter ce projet ou pas. Parce que c'est maintenant où je me rends compte que oh bah ça va, il suffit de faire 12 cales de telle taille, et puis je les visse, et puis la voiture elle est rehaussée. Ou alors c'est là que je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué que ça, qu'il faut couper la caisse, qu'il faut souder la caisse, qu'il faut faire plein de conneries que j'ai pas du tout envie de faire. Mais c'est pas grave, maintenant qu'on en est là et que le projet il va être génial, faut le faire, hein, l'un ou l'autre il faut le faire. Bon, déjà ce qui va définir la difficulté du truc en réalité, ça va être surtout comment sont faits les trains roulants. On va répondre à notre question maintenant. C'est parti. Oh, alors ça me plaît pas, ça me plaît pas. Mais je comprends pas comment c'est fait. Attends, on est d'accord qu'un berceau c'est forcément vissé sur une caisse, ça peut pas être la caisse le berceau, on est d'accord? Aïe aïe aïe, oh quelle merde, oh là là. Alors attends, t'impatiente pas, d'abord je comprends comment ça marche, après je te fais voir. Parce que là il y a trop d'infos, il y a des vis de, on dirait une Mercedes, il y a des tirants et des bras et des partout. Vous aimez écouter Anthony? Vous allez encore plus aimer ça quand vous allez entendre la séquence qui va suivre, où ce con s'est dit que c'était une bonne idée de filmer à l'iPhone. Et son micro, visiblement, il aime pas l'iPhone parce que ça a fait n'importe quoi. Et c'est encore moi qui dois justifier de ces conneries. Et ça commence à me péter les couilles. Alors, à l'avant, je te mens pas que ça me casse les couilles d'avance. Mais bon, la bonne nouvelle, comme je t'ai dit, c'est que le moteur est fixé sur le berceau et les trains roulants sont fixés sur le berceau. Ça veut dire qu'on baisse tout et on n'a rien qui sera en contrainte, sauf la crémaillère. Tu vois, si on rabaisse tout d'un bloc, le seul vrai problème, ça va être ça. Une fois qu'on aura rabaissé tout l'avant du moteur, il faudra rabaisser l'arrière du moteur. Avec ceci, assez facile, on fabrique 4 douilles, on prend 4 vis plus longues, pif, pif, paf, pouf. Ça, on le rabaisse. 3 cm, 4 cm, 5 cm, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est pas un problème. Voilà, le vrai premier problème va se situer là. Donc l'avantage, c'est que tout est en un seul bloc, tu vois. Le problème, c'est que il est fixé comme ça, le berceau. Donc là, ça veut dire qu'il faudrait prendre cette platine là, qui est fixée avec les 3 vis, et la rallonger. Se démerder à faire ce qu'elle soit 3 cm plus basse, 4 cm plus basse. Chiant. D'autant plus que là, autant ça, on peut le modifier, autant l'autre côté, on peut pas mettre la vis ailleurs, parce que ça, c'est le longeron. Donc sauf si on vient souder un truc sur le longeron, avec un trou X centimètres plus bas,
c'est jouable. Après, il faut bien se mettre en tête que la voiture ne sera plus road legal, hein, on n'aura plus le droit de rouler sur route avec. Ça, il faut le garder en tête. Souder un truc sur les longerons, c'est quand même chaud. Donc bref, on se dit qu'on rabaisse le moteur, on rabaisse la boîte. Très bien, ça nous rabaisse tout ça. Le problème, c'est que là, l'arbre de transmission, il va se retrouver complètement en quinconce. Donc il faut également rabaisser l'arrière pour que vraiment toute la partie châssis et moteur se retrouve à la même hauteur et qu'on ait juste la caisse qui se retrouve un peu plus haut. Et ensuite, ça se situe au niveau du berceau arrière. Le berceau arrière, on a ici un point d'attache avant, donc ça c'est plutôt facile. On met une cale entre le berceau et la caisse et on met la même cale ici en 2-3 points pour rabaisser. Ça c'est jouable. Et l'arrière du berceau, ça va se trouver ici. C'est ça le support arrière du berceau complet avec ses tirants. Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui tient notre berceau. Ouais, c'est ça, hein. C'est bien ce truc là. Et puis il faudra aussi faire des cales ici. Donc vraiment, dans l'idée, oui, c'est faisable, mais oui, ça va être super chiant. Je vais étudier tout ça, je vais tout poser sur papier, je vais réfléchir. Là, au moins, vous m'avez vu à chaud, tu vois, réagir un petit peu au châssis de la Jaguar. C'est faisable, mais c'est beaucoup plus brouillon et il y a beaucoup moins d'espace pour bosser que sur la 406. La 406, c'était vraiment très facile à côté de ça. Allez, on se retrouve plus tard. Waouh! Alors, là, comme ça, en regardant derrière moi, tu pourrais te dire qu'aujourd'hui, j'ai strictement rien fait. Nous sommes le 2e jour du boulot sur cette voiture-là, qui est donc le 1er jour de boulot, puisque hier, à part la mettre sur le pont, j'ai strictement rien fait. Aujourd'hui, l'étape cruciale, c'était de démonter ceci, et j'ai réussi. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est, mais c'est quoi ceci? Eh ben, ceci, tu vois, c'est un des supports du berceau avant. Et je suis très content d'avoir réussi à le démonter, puisque ça va être la première étape de notre Reos. Laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Bon, alors déjà, comme tu peux le voir, j'ai démonté la roue, mais ça c'est plutôt logique, je pense que tu aurais pu le remarquer tout seul. Tu peux voir que j'ai ici démonté l'amortisseur, hein, je l'ai dévissé de sa partie supérieure au niveau de la coupelle, ce qui m'a permis de libérer déjà le train avant à ce niveau-là. Et ensuite, en fait, il y avait cette petite pièce que j'ai donc démontée avec ici des espèces de cils en bloc en caoutchouc et c'était posé exactement comme ceci sur le berceau. Et ensuite, tu peux voir que les deux petites tiges ici qui dépassent du cil en bloc étaient rentrées dans la caisse. Et ensuite, en haut, dans la caisse, hein, côté compartiment moteur, on avait deux grandes vis, mais qui sont là-haut que je peux pas te montrer, puisque d'ailleurs je peux plus descendre la voiture, parce qu'en fait, pour descendre mon berceau, il a fallu que je sécurise le truc, parce que mine de rien, un 3 litres 6 cylindres en ligne, c'est vachement plus lourd qu'un 2 litres HDI. Donc j'ai dû sécuriser avec en haut le porte-moteur, et en bas avec le vérin de fosse. Déjà j'ai failli crever. Pourquoi? Parce que même une fois que le support était dévissé ici, il a fallu dévisser le support arrière du berceau avec cette énorme vis, avec d'ailleurs des têtes de 29 mm, puisque on bosse sur une voiture anglaise, donc c'est des tailles un peu chelou puisque c'est du métrique. Et une fois que j'avais retiré ce truc-là, il y a tout qui a failli se péter la gueule, tu vois, c'est descendu de 3 ou 4 cm. Donc là, techniquement, le berceau devrait rester à cette hauteur-là. L'idée, c'est donc de mesurer l'anthrax ici de ma pièce, faire usiner un espèce de bloc en acier ou en alu, peu importe, qui viendra rentrer là-dedans avec deux inserts qui ressortiront de l'autre côté de notre bloc pour rentrer dans la caisse. Et en fait, c'est la hauteur de ce bloc-là qui définira la hauteur de notre Reos. Donc je pense que ce sera du 4 cm, peut-être 5 cm, mais vraiment grand maximum, parce que en fait une Reos ça se fait en plusieurs étapes. Déjà première étape, on a la Reos sur la voiture, donc ce dont on est en train de parler actuellement, et la deuxième étape de la Reos, c'est les pneus. Et oui, par exemple, ici sur la 406 Safari, on a fait des Reos métalliques de 40 mm, soit 4 cm. Et ensuite les pneus, eux, sont également beaucoup plus gros que les pneus d'origine, ce qui nous a permis de gratter encore 3 ou 4 cm. Donc ça fait une Reos totale de 7 ou 8 cm, et c'est là-dessus qu'il faut jouer sur la Jaguar. Et ensuite, la taille de pneus, ça, on verra une fois qu'on aura les jantes, on pourra calculer le diamètre, est-ce qu'on disque les ailes ou pas, bla bla bla. Donc là, la première étape est cruciale, ça va être déterminer quelle hauteur est-ce qu'on veut au-dessus de notre silent bloc, silent block. Et en fonction de ça, ça déterminera la hauteur d'absolument toutes nos cales. Et du coup, effectivement, ici, on va être obligé de modifier la hauteur de ce truc-là, parce que si on la modifie pas, notre train avant, il va se péter la gueule vers l'avant. Et c'est pas le but, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de garder exactement la même géométrie que d'origine. Donc il va falloir trouver une méthode pour décaler ce trou de X centimètres vers le bas. Et ça, j'ai pas hâte. Le jour suivant, ou The Next Day en anglais. Bonjour, nous sommes lundi et comme vous le savez très certainement, avant le lundi, on a le week-end et du coup j'ai profité de mon week-end pour faire du tuning. Et oui, en gros vous savez j'ai démonté ce machin là et j'avais dit que je ferais des petites cotes. Figurez-vous que j'ai fait des petites cotes et que j'ai pondu un petit prototype en 3D, ou plutôt il est en train de se pondre. Je vais quand même vous expliquer comment ça marche. En gros, ce côté là est fixé sur le berceau et ce côté là rentre dans le longeron qui est à peu près à ce niveau là, et puis
c'est vissé par le dessus. Tu vois là à l'intérieur, ici on a un filetage, ce qui permet de venir prendre en sandwich le longeron avec ce truc là. Mais en gros voilà, l'idée c'était de venir imaginer une petite cale, potentiellement en aluminium, qui va venir là-dessus. Donc s'emmancher sur ces bidules là et s'emmancher à nouveau dans le longeron, histoire de garder les centreurs. Je sais pas si c'est une bonne idée de tout tailler dans la masse, mais en tout cas, c'est l'idée que j'ai eue. Et je vais te montrer ce que l'imprimante elle est en train de me faire. En gros, sur mon PC fixe que j'ai chez moi, j'ai SolidWorks et j'ai fait ce machin là. Tu vois, je pense que t'as compris un petit peu comment ça marche. Et du coup, avant de le valider et de l'envoyer à Ulysse de Usimeka 26, je me suis dit que j'allais faire un petit prototype en imprimante 3D parce que je viens de découvrir cette technologie toute récente. Personne ne connaît, je pense, cette nouvelle technologie. Et voilà, je fais ce petit machin. Donc là, il y en a pour vraiment longtemps parce que tu vois, ça fait 30 minutes que ça a commencé et on est genre à 1%. Bon, en gros, vous avez compris, j'ai fait ce petit prototype, blablabla. Forcément, il y en a encore des millions à faire pour toute la voiture. Je vais essayer d'en faire un maximum. Forcément, je vais beaucoup m'inspirer de la 406 Safari puisque on avait fait à peu près le même procédé sans les prototypes parce que j'étais avec des copains qui géraient beaucoup plus la CAO que moi. Donc, je pense que là, on va se revoir dans quelques jours quand j'aurai un maximum de prototypes prêts. J'ai pas envie. Beaucoup plus tard. Mais genre vraiment beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Ouais, la vidéo elle a commencé genre en décembre, là on est en avril. Donc il vient de s'écouler 2 mois pendant lesquels j'ai absolument pas bossé sur la Jaguar parce qu'il y avait beaucoup de choses très cool, comme cette RS3 de drift juste derrière moi. Ça j'avoue c'est très cool comme projet. D'ailleurs si tu connais pas le projet, je te mets le lien dans la description et juste en haut à droite de ton écran. Je t'invite vraiment à aller voir cette Mercedes de drift, c'est vraiment un projet très cool avec plein de collabs super cool. Bref, même si j'ai pas avancé physiquement sur la Jaguar, il s'est passé beaucoup de choses, comme par exemple les cales de Reos. Ouais, alors les cales de Reos, tu te souviens sûrement, j'avais fait ce truc là avec mon imprimante 3D, c'est très cool, ça m'a permis de prendre des codes, de prendre des idées et de me dire que ça, c'était vraiment pas mal. Du coup j'ai transféré ça à Ulysse de chez Usimeka 26 et il m'a pondu ceci. Alors ça en gros c'est exactement la même chose mais en acier et plus en plastique imprimé avec une imprimante 3D. Ce qui sera forcément beaucoup mieux pour supporter le poids d'une Jaguar. Donc il m'en a fait 2 pour le berceau avant. Et il m'a également préparé toutes les autres cales pour tous les autres éléments. Les petites douilles pour les traverses à l'arrière, absolument tout pour la voiture. Je suis super content et quand je suis allé chercher mes vis de volant moteur pour la 505, j'ai également pu acheter toutes les vis dont j'avais besoin, c'est-à-dire les mêmes vis que d'origine, avec les mêmes codes que d'origine, mais plus costaud parce qu'on est sur du 12,9 sur la plupart des vis, donc en termes de dureté, on fait pas bien plus dans le commun des mortels, donc ça c'est très cool. Et en gros, c'est exactement les mêmes que d'origine, mais avec 4 cm de plus pour aller avec la hauteur des cales. Et ça c'est très cool. Je sais pas si vous êtes au courant, mais moi ça fait quelques temps que je suis en train de me passionner pour l'impression 3D. Si vous me suivez pas sur Instagram, je vous invite à le faire, anthony.pdlv. Je vous partage quelques petites créations en live directement en story. Mais bref, le sujet c'est pas ça, c'est que du coup, j'ai à peu près 100% des cotes nécessaires aux fabrications des dernières cales pour rehausser la Jaguar, sauf une. Cette vis là, c'est la vis qui permet de maintenir le seal en bloc, donc la fixation arrière de mon train avant, mon berceau et tout ce bordel. Et vu que je veux rehausser la voiture de 40 mm, il faut prendre ce point ici, le centre de la vis, et le mettre exactement perpendiculaire au sol à 40 mm ici. Sauf que ce qui est assez compliqué, c'est qu'ici c'est complètement arrondi, on a des angles un peu bizarres, etc. Et faire des maths pour calculer vraiment le point de chute des 40 mm, c'est pas dans mes cordes. Par contre, ce qui est dans mes cordes, c'est de faire de l'impression 3D. Donc ici, j'ai fait une pièce qui a un trou ici du diamètre de ma vis, donc 19,2 mm. Et puis ici, j'ai fait un trou de 10 mm. Et la pièce, elle fait 15 mm de hauteur. Puis là, j'ai mis des poids, des écrous de cardambe 206. Et de l'autre côté, j'ai fait une feuille imprimée en 3D qui vient épouser la forme de ma caisse, tu vois. On voit qu'il y a un arrondi ici que j'ai essayé de suivre. Et en gros, les 10 mm, c'est ça. Tu viens rentrer dans le trou là. Et pourquoi les poids? Pour que ça fasse comme un fil à plomb, tu vois. Comme ça, c'est parfaitement perpendiculaire au sol. Puis là, du coup, t'avances ton crayon jusqu'à trouver ce petit point. Donc ici, les amis, ce petit point noir, ça va être utile pour mesurer où va se situer le centre de 19 mm pour passer ma vis ici d'origine Jaguar dans ma pièce imprimée en 3D. C'était compliqué à expliquer, mais parce que en fait je réfléchis en même temps. Mais je suis super content de cette idée, c'est vraiment trop cool. Et quelques temps plus tard, on se retrouve donc avec ça dans les mains. Tu vois, j'ai fait une jolie petite pièce, chanfreinée, tout le bordel, avec un trou en 19,2. C'est parfait, et en mode, ça vient
épouser parfaitement les formes ici et ça tient même calé contre la durite et tu vois, on a donc le trou d'origine décalé de 40 mm plus bas. C'est génial. Donc ça en gros ce serait une pièce à souder, c'est pas encore terminé. Je t'expliquerai un peu plus en profondeur quand j'aurai la vraie pièce physique dans les mains. Maintenant en tout cas ce que je compte faire c'est descendre tout mon train avant de 40 mm et j'ai vraiment hâte de le faire puisque là j'ai donc de quoi rabaisser l'avant de mon berceau de 40 mm et mes supports de boîte de vitesse de 40 mm. Donc en gros ce truc là permettra de venir terminer notre train avant mais j'en ai pas besoin tout de suite pour commencer à rabaisser le train avant. Par contre, lampe. Avant toute chose, j'ai quand même pensé à ici venir enlever la vis de crémaillère puisque ça fait partie des trucs qui m'inquiètent un petit peu. Dans le sens où effectivement, je vais tout baisser de 40 mm, dont la crémaillère de direction. Et le problème c'est que ça va venir tirer sur la colonne de direction. Et ça c'est un petit peu relou. Mais bon, je verrai plus tard. En attendant, juste, je l'ai dévissé. Au moins quand je vais tout baisser de 40 mm, ça posera pas de problème. Ouais, là, il n'y a plus rien qui tient le train avant, le berceau par le haut. Viens voir, je vais t'expliquer. En gros, ce qui se passe, c'est que là, comme tu peux le voir, amortisseur desserré, berceau à l'avant desserré. Ici, on a juste la vis qui maintient et pareil de l'autre côté, histoire qu'il y a tout qui se pète pas la gueule. De toute façon, le moteur est encore fixé à la boîte, qui est encore fixé à l'arbre de transmission, donc ça peut pas tomber. Bah oui, les durites de frein. Parce que là, j'étais en mode, mais jamais je passe ma cale de 40 là, ici. C'est pas possible. Y a pas la place. Bah oui. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper la durite. Ouais, c'est vachement plus dur que ce que je pensais. Ah bah oui, dis donc, c'est super dur. Ouais, ça tombe dedans. Oui, Anthony, pourquoi tu coupes la durite alors que t'aurais juste pu la démonter et la remplacer? La voiture, elle a genre 40 ans, je vais rien en faire des durites. Et là, ce sera beaucoup plus facile de la démonter, je pourrais juste prendre un petit cliquet pour démonter de l'étrier, tu vois ce que je veux dire? Plutôt que de me faire chier avec une clé à tuyauter, que ça va foirer, machin, etc. Bref, là, je vais y laisser se vider un petit peu. Oh, ça éclabousse tout le sol de mon atelier. Il y a un carton qui traîne là, ça fera le taf. Yop, yop, voilà. Mais ouais, là concrètement dans l'idée, au moins ça m'emmerde plus. Il reste quoi? Capteur ABS, je sais pas ce que c'est, usure de plaquettes. Bon, ça je vais peut-être pas y couper, il y a peut-être une prise quelque part. Bon, ça je vais y débrancher comme je peux. Et ensuite, en théorie, il y a plus rien du tout qui va m'empêcher de descendre le train avant. Enfin en tout cas, sur le papier. Le problème des durites de frein, c'est réglé. Maintenant, le deuxième problème, c'était le moto-ventilateur. Comment ça s'appelle? Le visco-coupleur. Tu sais pas parler? En fait, le problème, c'est qu'il était emprisonné dans ce machin en plastique et le problème c'est que du coup quand je descendais le moteur et le viscocoupleur forçait sur cette cage en plastique qui sert normalement à guider l'air uniquement du viscocoupleur vers le radiateur, tu vois, histoire de vraiment évacuer la chaleur du radiateur. Le problème c'est que c'était complètement coincé, donc il y a eu un petit conflit d'intérêt. Désolé pour les pièces d'origine, mais si je tire un petit peu, normalement ça me fera plus chier, c'est la bonne nouvelle. Après cette explication bancale, il s'est mis en tête d'arracher ce morceau de plastoc anglais aussi vieux et fatigué que le propriétaire moyen de Jaguar. Mais vu qu'Anthony est un réalisateur audiovisuel professionnel, vous pouvez l'observer sur ce plan en contre-plongée, mais vous voyez absolument pas ce qu'il fait. C'est éclaté. Maintenant qu'il n'y a plus tous ces morceaux de plastique là pour nous emmerder, je peux du coup descendre mon moteur avec ça. Tu vois, le moteur il tient avec une sangle uniquement et les deux supports arrière du berceau et la boîte de vitesse et ainsi de suite. Mais du coup, là je peux descendre l'avant du moteur et tu vois là il n'y a plus rien qui me gêne au niveau du viscocoupleur et ça c'est plutôt cool. Ok. Ça descend toujours, la descente est en cours. Faut peut-être arrêter là, à un moment donné j'aurai plus de filetage. Donc là, oh bah oui, là on a de la place entre le berceau et la caisse. Très très bonne nouvelle. Maintenant, je vais lever la voiture, mettre le vérin de fosse sous le berceau avant et enlever les deux vis arrière. Est-ce qu'il n'y a pas tout qui va se péter la gueule, la boîte de... Non, techniquement, la boîte de vitesse, vu qu'elle est bien vissée sur le moteur, ça craint rien. Donc, enlever les deux grosses vis, baisser le moteur et la boîte, enquiller cette cale ici, remonter, visser. Sans les vis de derrière... Support de boîte, baissé. Parce que là, de toute façon, dans l'idée, le moteur, il tient plus avec grand-chose. Donc, en théorie, si j'enlève les deux vis, je gratte de la hauteur, j'enquille mes cales, et je peux peut-être revisser comme ça directement. Je sais pas trop. Faut peut-être aussi virer les deux amortisseurs de chaque côté, parce que ils sont dans le style en bloc, de telle sorte à ce qu'ils puissent pas bouger dans le sens qui m'arrange. Et vu que là, le berceau penche complètement vers l'avant, je peux pas le remettre dans le trou de toutes les manières, ni en face du trou de toutes les manières. Ah, il y a un peu de réflexion à avoir quand même. Mais là, je commence à vraiment kiffer, parce que on commence à avoir
avoir du visuel. Là déjà on voit que le moyeu il est vraiment bas par rapport à l'arche d'origine. Ça dit quoi la crémaillère? Ah pète sa mère, la crémaillère elle est sortie de la colonne de direction. Ça c'est une très bonne chose. Au moins je vais pas me bagarrer avec elle maintenant. En fait là j'arrive à un point où après réflexion je suis obligé de démonter plein de trucs. Je peux pas simplement baisser le berceau avant pour baisser le moteur. C'est pas possible parce qu'en fait actuellement l'avant et l'arrière sont liés. Il y a aussi quelques endroits que j'avais pas forcément fait attention. Alors je suis désolé pour l'instant la vidéo est un petit peu décousue, mais une fois que j'aurai un ordre d'attaque, des idées tu vois qui vont se suivre chronologiquement, ça ira beaucoup mieux. Qu'est-ce que t'en penses toi? Chronologiquement, t'en as rien à branler toi? Oh là qu'il est beau ce chien. Je vais tomber la ligne d'échappement. En fait là j'ai pas le choix. Ouais c'est un peu brouillon pour le moment et je m'en excuse. Mais en gros si tu veux tout comprendre, pour l'instant le berceau avant peut se baisser. Mais je ne peux pas baisser le berceau avant parce que mon support de boîte ici va m'empêcher de descendre. Mais si je dévisse mon support de boîte, bon déjà pour dévisser le support de boîte faut enlever l'échappement hein, parce que sinon il pourra pas descendre de 4 cm puisque l'échappement est là. Mais l'échappement est fixé au moteur donc il devrait descendre. Mais en fait non, parce que si je descends la boîte de vitesse, ici ça pourra descendre. Mais je pourrais pas descendre ce truc là parce qu'en fait j'avais pas remarqué mais ici comme sur la Mercedes on a un palier d'arbre de transmission. Donc t'as un cil en bloc avec un roulement là-bas au milieu. Et le problème c'est que si je veux enlever ce truc, faut que je dévisse ça. Mais pour dévisser ça il faut également enlever l'échappement ici. Et puis après on a le flecteur de transmission aussi. Donc là moi en fait ce que j'aimerais bien faire là dans un premier temps ce serait déjà diviser le véhicule en deux parties, l'avant et l'arrière. Pour l'instant t'as compris il est trop lié de devant et de derrière. Si je baisse le devant ça va forcer sur le derrière ou inversement. Donc là il va falloir que je tombe la ligne d'échappement complète, au moins elle ne m'emmerdera plus et on verra ce qu'on fait après avec l'échappement. Est-ce qu'on refait une ligne? Est-ce qu'on modifie celle-là? Est-ce qu'on garde les catalyseurs? Je ne sais pas, je ne sais rien pour le moment. Mais tout ce que je sais c'est que le train arrière, le pont, tout ça, ça va m'emmerder. Donc il faut que je désaccouple le flector arrière et que l'arbre de transmission, boîte de vitesse, moteur soit en un seul bloc globalement. Donc bref, c'est parti, j'enlève la boîte de vitesse et on avise. La ligne d'échappement, pas la boîte de vitesse. Je suis fatigué. Ouais, non c'est pas très lourd. Là on y voit un peu plus clair, on voit l'arbre de transmission, c'est une bonne chose, j'aimerais pouvoir le déconnecter à l'arrière. Ah mais du coup il faut encore tomber cet échappement là. Ah oui. Dans la séquence suivante, le micro d'Anthony a décrété à raison que c'était insupportable de l'écouter et a bugué comme jamais. Ça faisait kirk. Du coup, c'est la voix off professionnelle qui prend le relais pour vous expliquer qu'il sûrement racontait sa vie en disant qu'il a tombé le reste de la ligne d'échappement et que c'était très difficile. Et on reprend au moment où il réalise que le berceau descendu est plus en face avec la caisse. Et ce qui l'emmerde, c'est que ici... c'est impossible de mettre la nouvelle cale entre le berceau et la caisse puisque là ça penche vers l'avant. Donc les trous sont plus du tout en face. Donc je me dis que peut-être en enlevant ça, j'aurai plus de flexibilité pour mettre ma cale et remonter le tout, même si c'est pas vissé à fond, c'est pas grave, mais au moins j'aurai un petit peu de marge. Puis de toute façon ça tient sur le vérin de fosse, j'ai envie de te dire. Et pendant ce temps-là, je viens mettre mes cales de boîte de vitesse. Sur le papier, ça peut fonctionner. Non mais après là je suis conscient que ce que je m'apprête à faire est un peu dangereux parce que du coup là il y a strictement rien qui va tenir mon moteur. En même temps je vois pas trop ce que je pourrais faire d'autre tu vois. Si je laisse le support de boîte et que j'enlève ces deux grosses vis, il y a tout l'ensemble qui va basculer de l'avant, c'est une bonne chose, mais en même temps pas du tout. Parce qu'à cause des pions de centrage sur mes supports et mes rehausses de support, ça tombera pas en face. Je pense pas que ça tombe en face puisque là déjà rien que là ça tombe pas en face. Comment d'ailleurs? Pourquoi ça tombe pas en face? C'est pas logique. Comment ça se fait que là c'est plus en face déjà? Il y a un truc qui m'échappe. Ouais là je pense au monteur. Parce que déjà que moi je comprends rien de ce qui se passe maintenant sous mes yeux, mais alors le monteur qui doit monter ce qui se passe sous mes yeux en sachant qu'il est pas ici, waouh, courage mec, merci. Ouais tu vois c'est ça que je comprends pas, pourquoi ce foutu pion il est plus en face du trou, pareil derrière, il y a un truc qui m'échappe. Est-ce que si je retire ces deux grosses vis là, j'aurai le jeu nécessaire pour mettre ceci? Je ne sais pas. On va voir. Moi j'ai vraiment un doute déjà d'une sur ma sécurité. Normalement ça tient là. Donc si ça se pète la gueule, c'est que j'aurais mal fait un truc. Je peux enlever cette vis là normalement. Ok, j'ai vu le berceau bouger un peu, mais pas plus que... Voilà. Donc là j'ai un vérin de fosse ici et j'ai une sangle en haut. Le problème c'est que la sangle va me faire chier. Puisqu'au moment où je vais vouloir tout baisser, il faudra que je monte dessus pour enlever la sangle. Quelle idée de merde. Je suis pas un mécano moi. Ça c'est la dernière vis qui fait qu'il y a tout qui se pète pas la gueule.
Oh, je suis chié dessus ma race. Ah bah là, la cale, on est en face. Donc c'était bien ça le problème. Oh là là là, c'est... Je prends le temps de te montrer. Quand j'ai vu que la péteuse là, pour enlever ce truc-là, elle commençait à forcer, je me suis dit qu'il doit y avoir de la force là-dessus. Donc là, tu vois, ma petite cale là, de moins 40, le trou il va rester là, ça qui sera soudé là, vis ici. Ça pas mal du tout, ça je suis très content. Donc là, il faudrait que je baisse un petit peu ça, pour juste rentrer ma petite cale de 40 là. Parce que là, dans l'état, je suis pas sûr qu'elle rentre. De toute façon, il faudrait que je prenne l'échelle pour mettre les vis rallongées. Parce que oui, vis rallongées. Alors oui, c'est bien du M8 qui tient le... Ouais, t'inquiète. Donc après, soit ça, je viendrai y souder à la caisse pour être sûr que c'est bien costaud, soit j'en sais rien. Ma cale. Tabouret, hein, du coup, parce que je sais pas pourquoi j'ai tout mis aussi haut, en fait. Là, il reste pas grand-chose pour faire passer ma cale. Est-ce que si je baisse ça... Ouais, ça baisse. La sangle commence à faire des bruits, mais ça baisse. Ça dit quoi, là? Oh bah putain, là, j'ai large la place. Guette-moi ça. Attention, on va faire des cascades ensemble. Donc ma cale, je monte sur mon tabouret. Et là, normalement, je dois pouvoir l'enquiller. Ouais, ça va être super. Donc est-ce que j'arrive à te faire ça en direct live, histoire que tu comprennes le principe du bordel? Ah, c'est qui a pris les cotes? C'est moi, non? Ouais, je crois que c'est moi. Bon. Il y a une petite différence entre celle-là et la cale en impression 3D. Ou alors, peut-être que vu que l'impression 3D c'est du plastique, j'ai un peu forcé et c'est rentré. C'est une probabilité. Merde. Bon, au final, je suis pas mort. J'ai passé un petit coup de Dremel, c'est rentré impeccable. Regarde comment je suis content du résultat. Oh oui, c'est vraiment rentré nickel. Je suis super content. Là, du coup, je vais faire exactement la même chose de l'autre côté. On pourra remonter le berceau. Et pourquoi c'est si haut? Y a un problème? Là, j'ai pas du tout la place de mettre ma cale, alors que de l'autre côté, j'avais un boulevard. Ça doit être à cause de la sangle. La sangle doit être plus tendue d'un côté que de l'autre. Donc ce que je vais faire alors dans ce cas-là, c'est remonter un petit peu la totalité du berceau, monter à l'échelle, mettre les vis par-dessus, enlever la sangle, laisser le vérin de fosse et ensuite mettre l'autre côté. Au moins j'ai un point de fixation et le moteur ne pourra plus se péter la gueule. Ça c'est une certitude. Et quitte à pas visser les vis à fond, je m'en fous, mais au moins ça se pètera pas la gueule. Le sourire de la victoire, regarde-moi ça. C'est vissé, les réhausses sont en place et sont vissées, je suis content. Donc là en fait on a un visuel de la hauteur du groupe motopropulseur. Ça fait vraiment SUV, ça fait vraiment 4x4, je suis grave content. Donc en haut là c'est vissé, genre en place. Donc là maintenant je peux mettre un vérin de fosse sous la boîte, péter les 4 vis de la boîte, baisser la boîte, mettre mes 4 supports, revisser les 4 supports. Et là on aura tout le train avant qui sera à hauteur définitive. Il restera plus qu'à fabriquer et installer les supports qui viendront ici. Mais ça, on en parlera plus tard parce que ça va être chiant, donc on va faire tout le reste d'abord. Donc là, support de boîte. Donc du coup là t'as capté, j'ai mes 4 petites douilles qui ressemblent à ça. C'est vraiment juste 4 petits rondins comme ça là, des douilles, avec un diamètre de vis au centre et une hauteur de 40. Comme toutes les cales puisqu'on fait une réhausse de 40. Donc là, la boîte, et c'est torché, je suis grave content. Donc évidemment, je peux pas remettre les vis d'origine, tu t'en doutes, pour une raison évidente. Donc j'ai commandé exactement les mêmes vis, mais 4 cm plus longues, de partout en fait. Bref, hop, encore une là. Et là, je baisse. Wow, ça fait vachement la gueule. En fait, le problème, c'est que je peux pas mettre mon vérin de fosse en plein milieu parce qu'il y a le truc du pont. Par contre, ce que je peux peut-être faire, c'est mettre une cale ici. Ça veut dire que ça tiendra au moins par là. Ouais, on va faire ça. Voilà. Au moins, là, ça peut pas se péter la gueule. Je serre. Voilà, on a au moins une cale. Ah, là, je peux peut-être en mettre une, là. Si je descends encore un poil, ouais, ça se remet un peu droit. Parce que là, on est à hauteur de partout. Donc ça, c'est cool. Ouais, bah écoute, ça se fait bien, en fait. Trop cool. Et niveau longueur, avec toutes les entretoises et tout, j'ai l'impression que ça le fait. Donc très cool. Allez, c'est parti, on les met toutes. En vrai, je suis vraiment content là. Ah, ça déchire. Donc là, normalement, je peux enlever le vérin de fosse qui ne sert plus à rien et je suis très heureux. Le cadrage de cette séquence était phénoménal, mais vous avez compris l'idée. Le boulot est fait. Moteur, boîte, rabaissé, je suis très content. Comme je vous l'ai dit, il reste toujours cette problématique-là, donc ça c'est pas grave, ça va avancer plus tard. En attendant, j'ai besoin de tomber mon amortisseur avant pour prendre mes cotes au-dessus de l'amortisseur ici. Tout simplement parce qu'en fait là, vu que tout le train, je sais pas comment t'expliquer, le train il est comme ça, du coup l'amortisseur il est comme ça, du coup là je peux pas le tirer ici vers moi pour mettre une cale ici. Donc en fait moi j'aimerais plutôt le démonter, fabriquer ma cale, installer ma cale sur l'amortisseur
l'amortisseur, reposer l'amortisseur en haut et ensuite, à l'aide du vérin de fosse, remonter mon train pour revisser mon amortisseur. Je pense que ce sera beaucoup plus facile dans ce sens-là. Et puis en plus, pour installer la cale sur l'amortisseur, j'aurai beaucoup plus de place. Ça a l'air d'être un pas relativement fin, genre du 10 par 100. Donc je pense que je vais faire une cale cylindrique, une espèce de douille qui sera percée et filetée au diamètre de la tige de l'amortisseur. Je vais visser ça sur l'amortisseur, ce qui risque d'être très chiant. Et la cale sera plus longue que la tige de l'amortisseur et elle sera également filetée par le dessus. Donc je pourrais visser mon amortisseur avec une vis et non plus avec un écrou comme c'était d'origine. Je pense que l'idée est pas spécialement mauvaise et de toute façon je pense que j'ai pas bien le choix. Du coup, j'ai démonté la petite biellette de Barstab qui me permet d'accéder à la fixation de l'amortisseur. Voilà, et là pour prendre les mesures, ce sera beaucoup plus facile, tu comprends? Donc en gros l'idée... Cherchez pas, c'est de la merde son idée parce qu'il va se mettre à raconter de la merde pendant une bonne quinzaine de minutes. Pendant 900 secondes, il va se persuader qu'il faut rallonger l'amortisseur par le haut. Il va même appeler Clayton l'américain à la rescousse pour au final changer d'avis au dernier moment et dire que c'est putain de plus facile de le rallonger par le bas. T'aurais pu le voir avant de merde de bite. Bon, petit update là concernant mon amortisseur. Plutôt que de me focaliser sur ce morceau-là, on va plutôt se focaliser sur ce morceau-là. En fait, c'est super logique. Je suis allé voir Ulysse, Uzi K26, et je dis mec, ça m'énerve. Clayton m'a donné des idées qui sont bonnes, mais chiantes, quand même. Je sais pas comment on peut rehausser cet amortisseur de 4 cm. Bah là, en fait, c'est vachement plus facile et limite plus logique. Tu vois ce que je veux dire? En vérité, là, l'idée, elle est toute conne. C'est-à-dire que je soude un fer plat, ici, percé à 40. Pareil de l'autre côté, percé à 40. Entre les deux patounes, je soude un fer plat pour la rigidité. Point final. On a gratté 40 mm. En conservant cil en bloc ici, et le cil en bloc qui est dans la caisse, ici. Donc, comme le reste de la voiture, un fonctionnement totalement d'origine. Et je pense que c'est génial. Attention, dans la séquence qui va suivre, le micro d'Anthony a encore fait des siennes du coup. C'est enregistré avec le micro du boîtier Sony à 8 millions d'euros et il y a de l'écho. Oh! Bon, maintenant que j'attends les quelques dernières pièces pour finir mon train avant, je vais pouvoir me focaliser sur le train arrière et donc sur les fameux amortisseurs avec la coupelle à compensation hydraulique. Il faut que ça dégage. J'ai imprimé ce truc-là, ce test. Aujourd'hui, ça va être un mauvais jour de tournage, je n'arrive pas à parler. Je sais pas pourquoi. Donc je vais suivre ce tutoriel que j'ai trouvé sur l'interweb, sur ce site, pour supprimer le système de correction d'assiette automatique par un système... Il y a tellement de bordel, je fais 12 voitures en même temps. Mais ça, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Les ressorts neufs, les demi-lunes, c'est douille, je sais pas, et 2 amortisseurs arrière neufs. C'est ça qui nous intéresse tout de suite maintenant. Et vu que aujourd'hui pour moi parler c'est un véritable calvaire, et bah je vais pas parler. Je vais filmer, si la voix off elle veut commenter, elle commentera. Si la voix off ne veut pas commenter, elle ne commentera pas. Fais gaffe à toi. Bon, en vrai, je vais quand même vous expliquer 2-3 trucs avant de commencer parce que sinon vous allez rien comprendre. En gros, les coupelles, en haut des coupelles, il y a un truc bizarre hydraulique. Ici, on va te mettre une flèche au montage. Ça, c'est une vis de purge. Donc je vais ouvrir la vis de purge. On a l'huile de correction d'assiette qui va couler. Il faut laisser ce truc se vider entièrement. Ensuite, il faut enlever complètement la vis et la mettre de côté. Ensuite, il faut mettre un cric sous le triangle inférieur ou faire descendre le véhicule sur une cale en appui sur le triangle inférieur afin de contraindre l'amortisseur légèrement et de soulager. Passer une demi-heure à faire tout ça, donc débrancher toutes les durites hydrauliques, le temps que tout se vide par terre, puis ensuite dévisser l'amortisseur, et là maintenant ça fait bien 5 minutes que j'essaye de juste enlever l'amortisseur de la voiture. A priori sur la doc technique il faudrait retirer l'étrier de frein pour faire sortir l'amortisseur là par le côté, mais moi j'ai pas envie, donc je vais essayer de trouver une solution pour le démonter autrement. Mais peut-être que démonter l'étrier de frein, ce serait beaucoup plus rapide. Peut-être pour ça que c'est écrit sur la doc technique. Mais tout est chiant sur cette voiture, puis c'est lourd en fait un amortisseur Jaguar, on dirait pas, hein, mais c'est pas une 106 le machin. Je sais pas quoi faire. Sur la doc du forum, ils disent que tu le fais tourner. Oh putain, oui. Ouais, en fait, tu le fais tourner et ça sort. Bon, je l'ai fait une fois, il faut le faire une deuxième fois.
Salut, toutes mes condoléances au monteur parce que là la vidéo devient absolument incontrôlable. Qu'est-ce qui vient de se passer ces dernières heures? Alors, j'ai démonté absolument tout le système hydraulique des amortisseurs arrière. C'était en vrai pas très compliqué et vraiment le tuto que je vous ai montré juste avant, il est superbe, il explique absolument tout et c'est vraiment génial. J'ai donc déposé les deux amortisseurs, la durite qui reliait les deux amortisseurs, la durite qui reliait l'amortisseur arrière droit à l'avant et à l'avant j'ai remplacé du coup comme c'est écrit dans le tuto, cette durite là par la vis de purge qui était sur l'amortisseur arrière gauche. En vrai très facile, voilà il y a un capteur de hauteur tu vois qui est fixé là, donc ça je l'ai dégagé et c'est super. Je peux donc maintenant m'atteler à dévisser puis descendre le train arrière pour venir y incruster les quelques petites cales. Alors regarde pas le bordel hein, comme d'habitude, ça c'est les cales du train arrière, ça va être vraiment super. Et j'ai également reçu entre temps toutes les durites aviation qui vont remplacer les durites de frein d'origine. Pourquoi faire? Déjà sur une bagnole comme ça qui va potentiellement faire à peu près n'importe quoi dans les chemins, c'est bien de mettre des durites avia puisque ça ne se dilate pas avec la chaleur, donc t'as beaucoup moins de chances de retrouver une pédale de frein spongieuse en arrivant dans un virage et donc de t'éclater dans l'arbre qui est juste en face du virage. Et je les ai surtout commandées 4 cm plus longues. Voilà, si jamais ça t'intéresse, je mettrai le lien de là où on les a commandées en description. Tu leur donnes juste la longueur que tu veux et quels embouts tu veux. Donc moi c'est du mâle, c'est très simple, en M10 par 100. Je leur ai demandé ça 4 fois dans les cotes d'origine plus 4 cm tout simplement. Donc ça c'est une chose, faudra également du coup les installer. Mais là pour l'instant il va falloir déposer l'entièreté de notre train arrière et pour ce faire, alors je l'ai déjà fait de l'autre côté, je vais te montrer à quoi ça ressemble. En gros le train arrière je vais le rabaisser en démontant ce support de tirant et le problème c'est que ce support de tirant en fait il était soudé sur la caisse. Je sais pas si tu vois, j'ai mis des coups de meuleuse, donc celui-ci est dessoudé, on peut le dévisser, l'enlever, le mettre où on veut. Et l'autre côté il est encore soudé. Ici on voit bien qu'il y a un beau cordon de soudure en haut et il y a forcément exactement le même à l'arrière. Ça il va falloir que je le disque et ensuite ça va être assez simple hein. Pour rabaisser le train arrière on a donc ces deux supports de tirant à rabaisser de 40, ça à rabaisser de 40 et les deux points ici à rabaisser de 40. En vérité je crois que c'est tout, il est suspendu à l'arrière par ces deux tirants et tenu à l'avant par ces 3 gros points de fixation. Voilà, tout simplement, je pense que ça va être assez facile. J'espère seulement que les durites d'essence et d'huile et de tout le bordel seront assez longues pour supporter la descente du train arrière, mais je pense qu'on va se débrouiller avec ce qu'on a et ça va le faire très bien. Et une fois que le train sera rabaissé, on pourra remonter l'arbre de transmission, etc. Je suis très très content. Je suis content. Deuxième support est tombé et là ça va être plutôt simple pour que tu comprennes un petit peu. J'espère que tu as vu comment était fixé le tirant du coup qui venait là-dessus hein. Donc tu as le tirant de support de pont qui vient là, qui est fixé là avec une grosse vis. Et ce truc là était donc soudé plus vissé à la caisse. Et Ulysse m'a fait cette pièce là en double, 40 mm d'épaisseur. Paf, c'est de l'acier, c'était, voilà, je voulais volontairement de l'acier, histoire de pouvoir souder mes cales sur les pièces de la voiture directement pour avoir le moins de pièces mobiles possible, bien sûr, et du coup le plus de solidité possible. Maintenant je vais donc mettre le vérin de fosse sous mon train arrière, supprimer le deuxième tirant, comme ça je pourrais jouer avec pour fixer ce truc là. J'ai pas grand chose à dire mais je commence à être un petit peu ému parce que je commence à voir pas la fin mais le début de la fin de la partie Reos de ce projet là et j'avoue que même si on dirait pas parce qu'en vidéo c'était tout plutôt smooth, c'est un projet très difficile, certes qui me tient à cœur et c'est pour ça que je l'ai accepté avec très grand plaisir quand Constantin me l'a proposé, mais malgré tout j'en ai plein le cul parce que c'est très difficile. Je pensais pas que ça allait être aussi technique de rehausser une Jaguar. Logique j'ai envie de te dire. Ouais, il descend. Bon, j'ai dû mettre 30 minutes, mais j'ai réussi. Et franchement, ça a de la gueule et ça donne vraiment envie de voir la suite, regarde. Là, le tirant, il est vissé et en haut, la cale est bien présente. Pareil, évidemment, de ce côté, je suis pas complètement abruti. Du coup, là, ça y est, on commence à voir que le train arrière descend un petit peu et on commence surtout à voir que le pont, tu vois, il penche complètement vers l'arrière. Donc là, maintenant, le but, ça va être de desserrer 1, 2, 3, 4 vis, exactement pareil de ce côté-là. Donc je vais mettre mon vérin de fosse à ce niveau-là, histoire de pouvoir faire descendre uniquement l'avant du
du train arrière. Après, ça va se faire vraiment tout seul. Là, ça va être la partie la plus agréable, tu vas voir. Parce que là, en gros, le plan, c'est mettre le vérin de fosse à l'arrière du train arrière. Et après, vraiment, ça se fait tout seul. Du coup, c'est cool parce que j'ai vu qu'on avait une fuite d'essence et le fait de descendre tout le train, ça fait qu'on aura vraiment accès au raccord sous le réservoir d'essence. Donc, on pourra le faire sans démonter le train arrière les prochaines fois. Et ça, c'est plutôt cool. Ok, donc là, ça doit être du 18 ou 19 de partout. On va prendre la grande sœur de chez Milwaukee. Moi, je prends tout le temps la petite parce qu'avec mes problèmes de bras, elle est super légère et c'est vraiment facile de démonter plein de trucs avec ça. Mais j'avoue que parfois, la grande sœur, c'est mieux. Et du coup, c'est cette platine-là qu'on va devoir rabaisser de 4 cm en gros. Donc là, je baisse le tout. Ça marche. Ouais, ça marche, putain. Oh non, il y a un gros pion de centrage, ça je l'avais pas prévu. Et ouais, tu vois là, au-dessus de mon train arrière, au niveau des gros cils en bloc de train, t'as cet énorme pion conique. Et moi ça m'arrange pas parce que j'avais juste prévu ça. Après, je te mens pas que sur la 406, j'avais fait face à des pions comme ça aussi. Ah, je les ai juste... La vidéo, ça devient une pub pour Milwaukee. Le matos, il est trop bon. J'ai même pas mis d'huile de coupe, rien. Il va y avoir 20 mm d'acier à travers. Ben là, j'ai mis un bon gros coup de meuleuse de partout. Il y a ça qui vient là, comme ça. Ok, voilà. Pas serré à fond. Ici, petite douille. Ici, pièce. Ouais, ça visse. Putain, mes cotes sont propres, hein, pour une fois que je sais mesurer un truc correctement. Ok, ça serre. Petite douille ici, mais elle, je pense qu'elle va pas tomber en face. Parce que j'avais pas vu, mais elle est un peu penchée celle-là. Pas du tout en face même. On dit qu'on la supprime. Au lieu de trouver la solution à ce problème qui sera résolu avant la fin de cette vidéo, ou pas, Anthony a préféré s'occuper des roues. Parce qu'il a trouvé des jantes tôle. Mais attends, je vais te les montrer quand même. Des jantes tôle d'origine de Jaguar XJ40. Pourquoi est-ce qu'on garde pas les jantes aluminium d'origine? Parce que c'est du format TRX. En gros, c'était une taille de jante qui existait à l'époque, qui était en millimètres et non pas en pouces. Parce que même si nous, en Europe, on n'utilise pas les pouces et plutôt les mètres et les millimètres et toutes ces saloperies, on utilise quand même les pouces pour tout ce qui est taille de pneus, taille d'écran, taille de télévision et taille de zone. Donc bref, tout ça pour dire que je ne pouvais pas monter des pneus tout-terrain sur les jantes d'origine sans faire débourser à Constantin 4 millions d'euros. Donc, on a trouvé des jantes tôle en 16 pouces, tout simplement. D'où justement les pneus en 205/80 R16. Alors moi, je suis pas du tout un monteur de pneus. Ne me juge pas là-dessus, s'il te plaît. Je dois le faire genre 2 fois par an. Donc, je vais y aller tranquille. J'ai peur de me bouffer ça dans le crâne, ça m'est arrivé une fois. Je suis arrivé très fort comme ça là, et je me suis bouffé ça dans le crâne. Et c'était pas fun du tout. Et là, normalement, je dois faire tourner. Pouah, beau gosse de ouf. C'était pas si dur. C'est dur. Là, en fait, si tu veux, le vrai problème avec ce genre de pneu, c'est ça. Tu vois, le pneu, il est à 40 cm, comme si on voulait faire un putain de flanc tendu, alors que c'est pas le cas. Après, c'est un coup, ça va coller direct, hein, j'en sais rien. Je pense que ce serait de la grosse chatte. Ouais, tu m'étonnes. Oh! Oh, bâtard! Oh, il prend! Non! Ouah, ça va avoir une gueule de fou! Oh, j'adore! Et il a collé à 1,5 bar. Et ça a l'air étanche. Bon, puis là, on verra l'équilibrage un peu plus tard. On s'en branle, je vais pas rouler à 110 km/h demain de toute façon. Donc là, je vais faire les 4 roues tout seul et vous allez me regarder. Et puis, en vrai, je suis giga content là. Je pensais vraiment pas que ça allait être aussi facile. Je pense qu'avant de monter les 3 autres pneus sur les jantes, on va au moins regarder à quoi ça ressemble ici. Parce que juste je suis trop impatient et je suis trop excité de voir à quoi ça va ressembler, tout simplement. Oh putain, j'ai trop hâte. Ouh, c'est lourd. Ok. Allez, un petit effort. Ah putain, j'ai eu peur. Ah ouais, ça va être énervé à crever, putain. On va se mettre 2 petits goujons, juste pour le fun.
Oh putain. Ah ouais, c'est vraiment trop stylé, ça lui va super bien et j'ai l'impression qu'il y aura même pas tant besoin de découper que ça. Alors un petit peu quand même, je pense que au niveau de la découpe ça va être genre par là, tu vois, histoire de gratter, je sais pas, 2 cm, 3 cm en fonction de ce qui est possible, tu vois, derrière. Mais je pense que ça va être très très cool. Le seul problème de ces jantes, bah la jante elle rentre à la mort et si on veut un look vraiment crapahuteur, il va falloir mettre des cales de fou. Et le problème c'est pourquoi Anthony tu mets des pneus en 205, c'est super étroit. Ouais, effectivement, vu comme ça fait vraiment étroit. Ben c'est tout simple, c'est juste que j'ai trouvé absolument aucune jante dans cette taille-là, pour cette voiture-là, plus large. Ce qu'on aurait peut-être dû faire, c'est mettre des cales de changement d'anthrax pour mettre des jantes tôle plus énervées, avec plus de déport, plus larges, qui appartenaient peut-être à un autre véhicule, pour mettre des pneus plus gros. Mais là, j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire une Jaguar, et un budget qu'on essaye de restreindre le plus possible. Parce que là, malgré tout, les 4 pneus, on est genre à 400 balles, et je crois que les 4 jantes, c'était pas très cher, hein, peut-être une centaine d'euros les 4, donc en vrai, ça reste honnête. Ouais, et ben les gars, vous, ou les filles, peu importe, qui montez des pneus toute la journée, j'ai pas envie d'avoir votre vie. Vraiment, c'est un métier de merde. En plus là, il fait pas spécialement chaud, il doit faire 25-26. Je transpire comme un bœuf. Mais c'est monté, et ça a vraiment de la gueule. Ça y est, ça fait tout de suite beaucoup plus boudin en fait, une fois que c'est monté, gonflé, je suis très content. Donc la suite du programme, et ben ça va être modifier l'amortisseur que j'ai pas encore modifié, mais ça je vais pas vous le filmer. Ça va être fabriquer les petites cales pour les amortisseurs arrière, ça va être modifier, bref. En gros, plein de trucs super chiants, mais moi je vous reprends uniquement quand j'aurai les pièces de chez Ulysse pour continuer cette Jaguar complètement débile. Je viens à peine de rentrer de chez mon usineur préféré qui m'a préparé des pièces super intéressantes. Regarde ça. Ça, c'est exactement la même chose que ce que j'avais fait en impression 3D qui vient sous le longeron. Alors, il lui a un petit peu décapité le crâne parce qu'en fait, lui, il avait un bloc qui faisait une certaine épaisseur et pour pas taper dans un bloc 4 fois plus grand qui allait donc me coûter 4 fois plus cher, et ben on l'a décapité un petit peu. C'est pas grave parce qu'en fait, j'ai envie de te dire, c'est même pas plus mal, ça me fait un espèce de gros chanfrein pour venir bien charger en soudure. Alors, je vais pas remplir les 2 cm de soudure, mais au moins, je peux charger facilement et ça va venir juste ici. Ah, comme ça là, impeccable. Du coup j'ai remis mon espèce de fil à plomb, tu vois, ça me donne vraiment le centre de mon trou et donc ça je devrais le placer, je sais pas comment t'expliquer, mais en gros ça va m'aider à le placer bien centré avec le trou bien au bon endroit pour faire passer ma grosse vis. Cette grosse vis qui d'ailleurs selon mes calculs doit rentrer à la perfection là-dedans. Calcul de merde. Il y a un problème. Ah ouais, il y a des petites bavures, je pense, à l'intérieur du tour. Bon, je vais gratter un petit peu ce truc-là et ensuite ça va rentrer à la perfection. Et j'ai également récupéré toutes les petites douilles qui vont permettre de faire les cales pour les amortisseurs arrière, mais ça on en parlera plus tard. On va d'abord finir ce putain de train avant. En vrai, je me plains que ça allait pas, mais c'est vraiment, j'ai juste passé un coup de papier de verre avec le Dremel là et regarde, c'est parfait. Donc là, regarde bien, il suffit juste de faire ça. Là, avec mon vérin de fosse, je lève. Ah, ça va pas aller à cause de la platine qui est derrière mon cil en bloc. Ah, bon, alors, non, j'en ai marre. Faut que je revisse le support de boîte et après, faut que je m'occupe juste du berceau. Alors, j'ai revissé la boîte, j'ai trouvé l'idée de soulever carrément la pièce avec le vérin de fosse. Et en fait, la pièce, je l'ai faite de, je crois, 40 ou 50 mm de largeur. Le problème étant que, en fait, moi, j'ai juste pris une largeur random au milieu de mon longeron. Que je me suis dit, je m'en branle. En fait, non, j'aurais dû prendre la largeur ici de cet épaulement vers le même épaulement de l'autre côté. Parce que là du coup, si je veux être contre mon cil en bloc, il faut que cette pièce-là elle soit vachement vers l'intérieur de la voiture. Mais le problème c'est que si je me mets vachement vers l'intérieur de la voiture, nique ta mère, comment elle tourne ma vis là? Donc en fait c'est ça qui est super prise de tête avec ce projet-là, c'est que il y a plein de trucs qui se passent sur cette voiture-là auxquels il faut penser avant de bosser sur la voiture. Et là en l'occurrence, j'y ai pas pensé, j'ai pas réfléchi, j'en ai marre. Et j'aimerais bien que la voiture puisse sortir du pont d'ici 2 jours. Et là, on en est loin, on n'a même pas de direction, on n'a rien. C'est une catastrophe. J'aime bien les challenges, mais là... Après là, c'est de ma faute. Vraiment, l'espèce de pièce là usinée, je l'aurais fait 2 cm plus large, j'avais aucun problème. Mais j'y ai pas pensé. C'est ça le problème. J'y ai pas pensé. Ok.
vendredi matin. J'ai terminé mes 2 amortisseurs avant. Je suis très content du procédé. En gros, impossible de rehausser l'amortisseur par le haut, donc j'ai modifié l'amortisseur par le bas. C'est tout simple, en gros d'origine il est percé de part en part et le cil en bloc est sur le triangle directement, donc il n'y a pas de cil en bloc en bas de l'amortisseur et moi ça m'a vachement arrangé, dans le sens où les trous qui étaient là, j'ai simplement créé une platine que je suis venu souder ici, en tôle de 4 mm, percée 4 cm plus loin, ce qui me décale juste mon trou ici de 4 cm. Et ensuite pour venir rattraper l'épaisseur, j'ai ressoudé une cale percée sur cette patte là, et ici je suis venu mettre des cales de renfort pour éviter un écartement de ces 2 pattes ici qui sont vachement rallongées. En vrai je suis très content, le gros avantage de cette méthode c'est que c'était hyper facile à faire. Voilà, il a fallu un peu utiliser de la disqueuse et un peu du poste à souder, mais c'est facile. Le gros inconvénient c'est que si un jour Constantin il casse un amortisseur, et bah c'est la merde, il faut refaire. Après le gros avantage c'est que Constantin il habite carrément de l'autre côté du pays, donc si un jour il pète un amortisseur, ce sera pas mon problème. Non je rigole, Constantin je sais que tu regardes cette vidéo, c'est complètement faux. Si un jour tu pètes un amortisseur, ce qui a très peu de chances d'arriver, t'en commandes un sur internet, tu l'envoies chez moi, je te refais des petites patounes et je te renvoie ça par la poste. Au moins on est sûr que ce sera un travail identique et donc médiocre. Donc là dans l'idée, je vais remonter mes 2 amortisseurs avant sur la voiture et puis après on passe à l'amortissement arrière et ça j'ai pas du tout envie de le faire. C'est la conversion hydraulique machin. Oh là là putain, j'ai pas envie. Ah ça colle. Non. Il vient de s'écouler 2 heures. 2 heures pendant lesquelles j'ai bataillé sur un de mes 2 amortisseurs. Il y en a un que j'ai remonté sans aucun problème, et l'autre, celui-là, qui m'a coûté 2 heures de mon temps. Pourquoi ? Parce que je suis un idiot. Le berceau il pendait, j'ai fait exprès de le laisser pendre pour laisser de la tension sur le filetage en haut, histoire que ce soit facile juste à la péteuse pour faire avec l'écrou. Bien évidemment, on n'est pas censé serrer un amortisseur qui pend et qui supporte un demi-train avant avec une clé à choc, parce qu'il peut se passer quelque chose d'abominable. L'écrou peut se mettre à tourner dans le vide et puis bouffer complètement la tige de l'amortisseur. C'est exactement ce qui m'est arrivé. J'aurais dû mettre du gras finalement. Ouais, ça va cramer là. Cordon bleu industriel. Mais c'est parce que le feu il est à fond aussi, putain. Je vais mettre de l'eau. Ah Anthony, on n'est pas censé mettre de l'eau dans un cordon bleu. Ouais, effectivement, on n'est pas censé mettre de l'eau dans un cordon bleu. J'ai pas d'huile ici. Ah putain, si elle est là-haut. Putain, mais quelle vie de con. Bref, et en gros ce qui s'est passé avec mon filetage sur mon amortisseur, c'est que il a foiré. Non, c'était vraiment une matinée de merde. Là, il va être 13h, j'ai l'impression d'avoir rien branlé. Donc en gros, là, si tu veux, l'amortisseur, il était complètement lisse. La tige, le morceau fileté, quoi, tu vois. Et j'imagine que si tu regardes bien, tu comprends ce qui s'est passé. J'ai brossé, j'ai meulé pour que ce soit lisse. J'ai chargé en soudure, ça devait faire environ 13 mm d'épaisseur. Du coup, avec ma meuleuse, je suis arrivé à faire à peu près un cylindre de 12 mm. Du coup, je l'ai taraudé en M12 par 175 pour avoir un intérieur de filet qui soit à peu près de 10 mm. Ensuite, j'ai meulé mes filets pour avoir un cylindre de 10 mm. Et ensuite, j'ai retaraudé en M10 par 150. J'ai un amortisseur montable sur ma voiture. Et puis là, tu dois te dire, Anthony, pourquoi tu nous as pas filmé ça ? Ça, c'était intéressant. Mais parce que j'en avais plein le cul, ok ? Bref, je monte mes amortisseurs avant et après on s'occupe de l'arrière. C'est encore une fois la voix off officielle et officieuse qui intervient pour sauver ce long métrage d'une énième séquence muette. Vous ne saurez jamais si le micro a planté ou si Anthony a oublié de l'allumer, mais con comme il est, c'est sûr qu'il était juste éteint. Du coup, il a juste suivi le tutoriel du club Jaguar pour remplacer l'amortisseur hydro de con par un normal. Et ça lui a pris 1 heure. Finalement, beaucoup plus d'appréhension que de mal. Ça se fait relativement bien, donc si vous avez besoin de changer vos amortisseurs arrière hydrauliques de merde. À l'époque, c'était sûrement génial, mais forcément, après 40 ans de bons et loyaux services, bon, c'est de la merde. Voilà, il faut le dire quand même. Vous pouvez m'envoyer vos caisses. Je vous envoie ce qu'il faut acheter. Paf, vous me posez la voiture. Moi, je vous le fais en 25 minutes. Bien évidemment, c'est faux. J'ai pas du tout envie de vous le faire. Comment ça marche ? Le neuf, le pas neuf. Finalement, c'était assez compliqué. Le tuto, il est bien, mais il est pas fait pour ce kit-là. Donc, il faut réfléchir, you gotta think out of the box to make this work. Je te fais voir sur le deuxième. Bon déjà, moi j'ai commencé l'opération par mettre le compresse-ressort dans l'étau, vachement plus pratique, et puis après je suis venu foutre mon ressort, alors c'était à quel étage ? Ça devait être à peu près comme ça. Du coup après tu viens serrer ton compresse-ressort, je crois que j'ai pris 3 spires, ouais. Et ensuite pour pas être emmerdé, tu le serres. Je me demande si j'ai pas pris une spire supplémentaire tout à l'heure, mais je pense pas parce que j'en aurais bien plus chic que ça pour le renquiller. Je vais bien le serrer celui-là. Ça te plaît de voir mon dos parce que j'ai pas du tout envie de bouger la caméra. La vidéo Jaguar, c'est une vidéo expérimentale. C'est une vidéo où je te parle de dos.
Et si t'es resté jusqu'ici dans la vidéo, tu marques il est beau ton dos. Alors, hop, ensuite, il faut que ton amortisseur neuf soit capable de recevoir un ressort. Pour ce faire, c'est assez facile. Tu prends tes deux demi-lunes. Si t'as besoin des références, tu fais comme moi, tu vas sur Google et tu fouilles les forums anglais. Les British, ils t'expliqueront absolument tout ce qu'il faut acheter. Ou sinon, tu fais comme moi, tu vas sur un site consacré aux pièces de Jaguar et tu leur passes un coup de téléphone et ils disent d'acheter telle référence. Tu le fais et tu te rends compte que ça fonctionne. Du coup, bah, ils ont tout gagné. Pour faire la révision de la voiture, on va mettre les 600 balles chez eux. Parce qu'au moins, je sais qu'il y a un service client qui sont réactifs, qui répondent. Je fais pas de la pub, mais bref, si vous tapez pièces Jaguar, vous trouverez le site. Là maintenant, l'amortisseur est prêt à recevoir son ressort. Bah tant mieux pour lui, j'ai envie de te dire. Mais d'abord, il faut préparer la partie supérieure. Je vais te faire voir. Soufflet, rondelle, par-dessus la rondelle, gros cil en bloc. Je suis pas convaincu de l'ordre, hein, mais moi je vais le faire fonctionner comme ça. Et dans le cil en bloc, tu mets la petite douille là qui permet de passer autour de la tige de l'amortisseur. La vidéo va être extrêmement longue, hein, j'en ai rien à foutre. Du coup ensuite, tac, soufflet dans l'amortisseur, tac tac, mousse. Ça, tu l'enquilles là-dedans. Tu viens le poser à sa place. Pouah, magnifique. Ensuite, tu prends un tube d'inox, très important, en 63 mm, pour venir caler ton amortisseur et pas qu'il descende. Non mais, c'est technique. Ensuite, tu te rends compte que là, c'est le moment où il faut mettre la coupelle. Le problème, c'est que ta coupelle, elle est ici. Donc là, tu démontes tout ce que t'as fait pour démonter ta coupelle. Putain. Hey, la magie du cinéma. C'est fait. Je remets ça ici. Je recale mon tube d'inox ici. Ça, je laisse droit, ça me fait un repère. Ce qui a un sens, la coupelle, vu que c'est pas comme une coupelle avant qui tourne grâce à un roulement, là, elle est fixe. Une fois que tu l'as serrée dans la mauvaise position, elle est serrée dans la mauvaise position. J'ai remarqué qu'il y avait un offset de quelques degrés sur la coupelle que j'ai serrée, parce que bah, au serrage, ça bouge. Mais c'est pas très grave. Je pense qu'une fois que la coupelle sera vissée dans la caisse, avec une grosse barre ou un gros tournevis ou quoi, j'arriverai à forcer sur l'amortisseur pour le faire pivoter très légèrement. C'est pas grave. Coupelle fraîchement démontée, donc là tu te fais gaffe au sens de la coupelle. Comme dit, hein, je pense que c'est pas précis au millimètre près. La coupelle se fera sa place toute seule. Donc là c'est tout en place. Tu tiens la coupelle avec ton torse, t'attrapes cette mousse que tu mets là, que tu tiens avec ton torse, ça fait mal. Puis tu mets la grosse rondelle qui écrase le tout en sandwich. Et là, tu retiens tout avec ton torse, tu mets l'écrou. Et là, normalement, juste en serrant l'écrou avec le doigt, il y a tout qui doit tenir à peu près en place. Parfait. Est-ce que c'est centré ce que j'ai fait là? En vrai, on n'est pas loin de la vérité. Pas mal. Clé plate, tu serres. Maintenant, je vais t'expliquer comment on fait la rehausse des amortisseurs arrière. Ça fait 3 semaines que j'y pense et je suis content de enfin pouvoir commencer à le fabriquer. En ce qui concerne la rehausse arrière, du coup, il y avait plusieurs manières de voir les choses. La première manière, bah forcément, c'était de mettre une cale entre l'amortisseur et la caisse, comme les berceaux, etc. Voilà, procéder de la même manière. Le problème, c'est que, je sais pas si tu le vois, mais ça a vraiment une forme bizarre, cette coupelle. Tu vois, ça nécessiterait de découper une tôle de 40 mm d'épaisseur qui fasse exactement cette forme, tu vois, avec un rond au milieu qui est pas vraiment un rond, qui est plus un ovale, qui suive le... Ouah, super relou. C'était vraiment l'idée de base, et la deuxième idée, c'était... Non, je sais pas ce que je raconte, y a pas de deuxième idée. Vraiment, c'était la seule idée que j'avais. Le problème, c'est que faire découper une tôle comme ça en 40 mm, ça n'existe pas. Je crois que le maximum qu'on peut découper en laser ou en G2 ou je sais pas quoi, c'est 20 mm ou 25 mm. Donc ça veut dire qu'il aurait fallu faire 4 cales de 20 mm, les souder les unes sur les autres, les souder sur les amortisseurs, etc., etc. Très coûteux, très long. Et là, l'objectif, c'est de faire au plus simple et au moins cher sur cette voiture-là. Du coup, deuxième idée, c'est fabriquer une cale moi-même, avec les moyens du bord. Et c'est du coup ce qu'on va faire. J'ai demandé à Ulysse de me préparer des douilles. 4 par amortisseur pour être précis. Et ces douilles-là, je vais venir les mettre à chaque trou de vis. Paf, 1, 2, 3, 4. Pour permettre de visser l'amortisseur 4 cm plus bas. Le problème, c'est que sur les chocs, les appuis, etc., la voiture, elle va appuyer uniquement sur ces 4 points de contact. C'est comme un tapis de fakir, tu vois ce que je veux dire? Si tu mets un seul clou et que tu marches dessus, le clou il rentre dans ton pied. Là, c'est exactement pareil. Donc, l'objectif, ça va être de venir pointer ces 4 douilles-là sur la coupelle de l'amortisseur et ensuite, entre chaque douille, venir souder des fers plats de 40 mm de hauteur, histoire de faire un truc qui appuie un peu partout. Certes, on n'aura pas la même surface de contact que d'origine, puisque d'origine, tu vois partout, c'est à peu près propre sur l'amortisseur, c'est que c'était
la zone de contact, mais ce sera toujours moins pire que juste 4 douilles vissées là comme ça. En attendant, moi je vais présenter mon amortisseur sur la voiture, visser les douilles, pointer les douilles sur l'amortisseur comme ça elles restent en place, elles ne bougent pas, et une fois que tout est en place, et ben je viendrai souder mes fers plats sur l'étau dans l'établi. C'est l'inverse, t'as compris. Ah, tiens regarde, j'ai meulé le haut de la coupelle, comme ça je vais pouvoir pointer directement sur la caisse. Pourquoi je pointe pas les douilles par terre? Parce que je sais pas à quel point les écrous ont été bien soudés sur la caisse, tu vois. Moi je veux que ce soit en face. Je pourrais souder les douilles directement en face des trous, mais si jamais c'est décalé d'1 millimètre, ça va être super chiant, faudra sortir la perceuse, blablabla. Là au moins, je suis sûr que c'est droit en face. Ce sera tout serré, nickel, tu vois ce que je veux dire? Et là, vu que maintenant c'est rehaussé, ça devrait être pas trop compliqué. Ouais, là on devrait avoir un peu plus de place, ça c'est une bonne chose. Ça doit être à peu près comme ça, non? On est à peu près en face du trou là? Ouais, ça doit être ça. Oh putain, c'est lourd. Ah, là, ça va être compliqué de faire tomber les douilles en face. Putain, en plus, faut les meuler un peu les douilles, je pense. Parce que c'est pas parfaitement plat. Faudrait que je meule un coin de chaque douille à chaque fois. Tu restes en place, toi, si je te pose là comme ça? Impeccable, merci, je reviens. C'est pas énorme, mais je leur ai tous donné un petit chanfrein, tu vois. C'est trop mignon, j'aime trop. Et du coup, là, normalement, ça devrait plaquer à peu près nickel. Ah putain, c'est le pas de vis qui est foiré, ça. Casse les couilles. Oh putain, mais toi aussi? C'est pas possible. Enfin, ils sont pas foirés, ils sont pleins de rouille, quoi. Putain, ça force. Oh là là, je vais le baiser, le filetage. Pourquoi t'es pas en train de passer une filière dedans? Oh, ça me pète les couilles. Putain, j'ai une limaille dans le doigt. Tout va bien. Non mais à part ça, en vrai, tout va bien. Vraiment, je pense qu'on peut pas se rendre compte à quel point tout est chiant sur cette voiture. Enfin, non, c'est les modifs qui sont chiantes en soi. La voiture, je sais même pas ce que c'est de bosser sur une Jaguar, en fait. Mes modifs que j'ai imaginés sont pensés avec le cul. Voilà, vous l'avez entendu, je le dirai qu'une seule fois dans la vidéo. En revanche, bah là, les 4 cales sont vissées en place. Alors bien sûr, après on rajoutera des rondelles, etc. Tout sera bien monté. Ça, c'était une putain de tannée à fixer parce que là, c'est vraiment, mais en tension, mais comme le string de Mireille, 5 minutes avant que tu la fasses monter dans ta voiture de sport. Et c'est dur, c'est dur. Même moralement, là, commence à me gonfler. Mais ça avance. Ça prend un temps de fou furieux, mais ça avance. Du coup, ce que je te propose, c'est que je ne te filme pas l'autre côté. Et en fait, je viens de penser à un truc. J'ai pensé à 2 trucs. Premièrement, pointer ça en place. Oui, c'est une super idée, bravo Anthony. Mais c'est une sale idée de merde parce qu'en fait, ça se voit pas d'ici, mais quand tu viens sous la voiture, en fait, cette durite là, par exemple, ça, c'est une durite d'essence. Tu vois que c'est très proche de là où je vais souder, c'est genre à 2 cm de là où je vais souder, donc c'est déjà en soi une idée de merde, mais c'est encore plus une idée de merde quand tu sais que ça c'est une tache d'essence et que la fuite elle est là. Voilà, je pense que là tu as capté où était le problème. La fuite est ici, mes cales sont là. On va éviter de souder, hein, parce que s'il y a un graton qui est expulsé de ici à là... Je pense que moi je suis expulsé en dehors de l'atelier ou en dehors de toute activité globalement humaine. Donc je sais pas. Voilà, ça c'était la première chose. Deuxième chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'en fait là, presque toutes les cales sont posées sur la voiture. Il manque toujours la cale du berceau avant. Donc en soi, si d'ici, je sais pas, un certain temps, j'ai monté le dernier amortisseur, et ben en fait je peux monter les 4 roues sur la Jaguar et la poser au sol. Sans les cales du pont, sans le pont, sans rien du tout. Et là on pourra voir du coup la garde au sol gagnée. On pourra voir si les pneus arrière passent dans les ailes arrière, on pourra voir tout plein de choses qui vont soit me motiver pour la suite de la vidéo, soit me donner envie de crever. Mais au moins on aura vu. Oh ouais, j'ai hâte. Encore une fois, 2h30 plus tard, les journées commencent à être un peu longues et en plus je me rends même plus compte de l'heure qui passe parce que le jour se couche de plus en plus tard. Je t'apprends rien, je l'ai appris au CM2, les jours se rallongent. J'ai bricolé le support de palier d'arbre de transmission parce que en fait, bah ouais, je sais bien, j'ai fait des cales, des douilles, mais le problème c'est qu'en fait c'était sur un support incliné. Sauf que quand t'as un trou qui est incliné et que tu tires droit, ton trou de base il est juste plus bas. Bref, je pense que tu comprends ce que je veux te dire. Donc il a fallu percer, il a fallu faire plein de trucs super chiants, calculer des machins et trucs. C'est provisoire, ok? Ça ira bien de manière provisoire. Donc là, on a 4 amortisseurs montés sur la voiture. Rien n'est soudé, rien n'est renforcé. C'est vraiment juste vissé comme ça sur la caisse. J'en ai marre. J'ai passé une mauvaise journée. Rien ne s'est passé comme prévu. Donc j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de me faire du bien au moral. Je vais monter les 4 roues sur la voiture. Elles sont là, elles me regardent, elles m'attendent. Il faut vraiment que je me fasse ce plaisir. Il me manque toujours ces fameux supports
supports à souder. Normalement, Ulysse devrait me les faire très rapidement. Enfin, je veux dire, il me les a fait, mais il me manque les petites douilles là pour compenser ma mesure de merde. Et à part ça, il me reste que la crémaillère de direction. Et ça, ce sera le grand thème de la journée de demain. J'ai quelques idées. Est-ce que c'est faisable? J'en sais rien, mais j'ai quelques idées. Et ça, c'est plutôt cool parce que là, en soi, il me manque plus grand chose. J'ai également pas de durite de frein. J'en ai coupé une, j'en ai démonté une autre. Je sais pas ce que j'ai fait, ni pourquoi, ni comment. Mais voilà, on va dire que l'objectif de la vidéo, ça va être mettre 2 durites de frein devant, faire une purge des freins, redémarrer la voiture parce que j'ai démonté plein de trucs sur le moteur pour accéder à certaines vis de berceau, etc. Et sortir la voiture de l'atelier pour l'admirer en plein jour. Bref, je parle beaucoup, on monte les roues. En vrai, je suis content. En vrai, je suis content de ouf. Je vais pas blablater pendant 25 minutes. Vas-y, on s'en branle. Mais on se rend pas compte du boulot que ça représente. Quand j'ai dit oui, je me rendais pas compte du boulot que ça représentait. Ça y est, je commence à être content. Là, ça y est. Il fallait que je le fasse. Waouh. Waouh. Oh putain, elle est énorme. Là en vrai, je vous l'avoue, je suis fier de moi. C'était pas gagné, hein. Là niveau motivation, niveau mental, c'était très compliqué. Là je suis un peu dans une période de ma vie où il y a plein de choses qui se bousculent, plein de choses qui se remettent en question, une nouvelle manière de fonctionner professionnelle. À côté de tout ce que vous voyez, il se passe énormément de choses. Donc c'est pour ça que je fais pas énormément de vidéos. Et en ce moment, ouais, j'étais un peu affaibli mentalement. Je dis pas ça pour me plaindre, juste c'est ma chaîne YouTube, je fais ce que je veux. Si j'ai envie de faire de la cuisine, je fais de la cuisine. Si j'ai envie de parler de mon bien-être, je le fais. Et en l'occurrence là ça allait pas trop. La Jaguar me mettait beaucoup de stress parce qu'il faut savoir que Constantin ça fait des mois qu'il attend sa Jaguar. Mais voilà, il y a eu la RS3 de drift. Pouah, mais quelle dinguerie, putain, mais quel banger. Il y a plein de choses, vie perso, vie pro, qui ont fait que j'ai pas pu avancer comme je voulais sur la Jaguar. Ça faisait partie de mon mal-être entre guillemets. Donc voir ça là derrière moi ce soir, ça me fait vraiment du bien. Incroyable. Je crois que c'est le jour 12 ou 13 passé sur la Jaguar. Je suis super content. Tu vois que là j'ai beaucoup plus d'énergie qu'hier parce que j'ai réalisé tout le boulot qui avait été fait sur la caisse. On dirait pas, je le redis une énième fois, on ne dirait pas qu'il y a eu autant de boulot sur la caisse que ce que je raconte, mais je ne te montre pas tout. Sinon la vidéo ferait, j'allais dire 3 quarts d'heure. C'est évident qu'elle va faire 3 quarts d'heure ou plus la vidéo, mais elle serait beaucoup trop longue. Aujourd'hui, la priorité, ça va être d'avoir une direction. Comme je te l'ai montré très précédemment, cannelure crémaillère. Tac tac, oui, mais en ce moment, tac tac, rien. Bah logique, il y a 4 cm entre les deux. Le but du jour, c'est de trouver une solution à ça pour que je puisse sortir la voiture. Bref, faut que les roues elles tournent. Qu'est-ce que parle pour rien dire le gars. 2 heures viennent de s'écouler. Anthony, y a pas assez de détails dans tes vidéos. T'as vraiment envie de me voir utiliser une scie sabre et une disqueuse pendant 2 heures? Personne n'a envie de voir ça. Et finalement, la technique que j'ai trouvée pour pouvoir décaler ma colonne de direction, elle est vraiment parfaite. En fait, la colonne de direction, elle passait à travers le tablier, à travers la tôle pare-feu, bref, appelle ça comme tu veux, et elle arrivait directement dans la crémaillère. Et du coup, pour passer à travers le tablier, il y avait un espèce de trou rond avec une espèce de soufflet pour étanchéifier cette liaison-là et que du coup, l'eau, la poussière, le sable, etc. ne puisse pas rentrer dans l'habitacle. Tu te doutes bien que forcément, moi j'ai sauté cette espèce de petit joint, ça a complètement dégagé, je l'ai éventré en 15 morceaux pour le sortir, et là du coup je voyais un petit peu mieux le problème. Le problème c'était donc ça, ma colonne de direction passait en plein milieu de ce rond, et du coup même quand ça tapait le bas du rond, je pouvais pas descendre. Du coup le plan a été assez simple, j'ai absolument tout coupé, à l'extérieur de la voiture, ainsi qu'à l'intérieur de la voiture. Et maintenant, colonne, j'en fais ce que je veux. Le gros avantage c'est que là, on est vraiment pas loin du tout de notre crémaillère, et d'ailleurs on a même ici un coude qui permet d'aller quasiment manger les cannelures, et ça c'est vraiment cool. Mais il va quand même falloir rallonger un petit peu cette tige là, parce que même en jouant avec en haut et en bas, on n'arrivera jamais à arriver jusqu'au bout pour pouvoir serrer la vis ici d'origine. Donc
Donc, le plan là maintenant, ça va être donc de venir couper ici notre colonne de direction. Et je vais venir y souder un petit pion que j'ai prélevé sur la colonne de direction de la 505. Ça fait 3 cm de long, j'ai chanfreiné les deux côtés. Je vais pouvoir souder ça directement sur l'établi pour la partie qui vient rentrer dans la crémaillère. Et par contre, je devrais le souder en lieu et place sur la voiture pour la partie haute. C'est pas très grave, parce que c'est pas non plus une pièce mécanique qui va avoir des contraintes gigantissimes. Je veux dire par là que c'est pas un arbre de transmission ou un cardan ou une suspension ou quoi que ce soit. Là, on va juste tourner le volant. En plus, on a une direction assistée. Donc, on va pas non plus péter les soudures avec nos petits bras d'humain, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ça me semble pas trop mal. Maintenant, il va falloir découper la colonne de direction. Ça va être un peu chiant. Mets un petit coup de scie sabre et je te fais voir une fois que c'est déposé. En vérité, après nettoyage de la coupe, c'est plutôt pas mal droit. Je suis plutôt très fier de moi. Donc là maintenant, ça va être l'opération soudure. Finalement, j'ai démonté cette partie-là de la partie qui est connectée au volant. Tu vois, là, t'as la tige qui vient directement depuis le volant. J'ai préféré faire ça parce qu'en fait, souder sous la voiture, ça allait être forcément tordu. Alors que là, si je me démerde bien et que je le bride bien, ce sera soudé droit, nickel. Et on aura juste la colonne d'origine 3 cm plus longue. Et ça, franchement, c'est vachement mieux. Là, j'ai donc revissé la colonne de direction sous le volant. Et là, on va enfin aller sous la voiture pour voir si ça rentre dans le trou du machin. En vrai, sur un malentendu, ça passe. Ah, ça rentre pas. Mais ça rentre pas du tout. Possible que ce soit trop long? Une énième frayeur due à l'inconséquence d'Anthony dans cette vidéo. Il a cru qu'il avait fait la colonne trop longue, mais en fait non. Au final, il a juste descendu la crémaillère. Tu vois, je l'ai descendu de quelques millimètres à gauche et à droite, histoire d'avoir un peu d'amplitude. Et là, je pense que si je force un petit peu, ça devrait... Ah bah voilà, il reste plus qu'à serrer, remettre la vis. Et là, on a une crémaillère de direction. Là, j'ai revissé ma crémaillère. Alors je pense, vu où est le volant, qu'il faudra faire un petit parallélisme, parce que j'ai pas dû remettre les cannelures tout à fait en face. Mais, en théorie, si je bouge le volant, on a une direction. Alors, la direction est giga dure, forcément, parce que d'une, les pneus sont neufs, et de deux, des pneus comme ça pèse 1000 milliards de 1000 kilos. Je vais lever un petit peu la voiture, et comme ça, on va commencer à pouvoir voir où sont les... Ça touche, frotte. Je perds mon français, là, j'en ai marre. Mais tu sais que ça passe. Je suis embuté, ça a l'air de passer ce côté. J'allais dire, je vais regarder les cardans. Propulsion, voiture. Alors... Ah ouais, ça c'est un problème. Bon, là ça passe parce que la voiture est élevée, mais je pense qu'une fois qu'elle sera posée au sol, ça posera divers problèmes. Ça passe extrêmement proche de la caisse à l'intérieur de la roue quand je la tourne à fond. Et à l'avant, on s'en branle puisque de toute façon, on peut découper, y a rien qui gêne en théorie quoi. Ouais, le pare-boue et compagnie là, on est complètement dedans. Mais ça, on s'en fout totalement, ça c'est pas un problème. Puisque toute la partie basse ici va dégager. Pare-boue, tout ça, tous les plastiques, ça va virer. Mais ouais, à l'arrière, ça m'inquiète un peu plus, regarde. Tu vois, c'est de ça dont je te parle, cet endroit-là. C'est pas très loin, et je pense qu'en posant la voiture, ça devrait toucher. Ou en tout cas, ça devrait être pas loin de toucher. Mais en tout cas, tout ce qui est bar stable, triangle, direction, tout ça, ça passe sans encombre, et c'est plutôt super cool. Ouais, je suis super content. Le lendemain! Les gars, normalement là on commence à arriver sur l'ultime journée de travail. Aujourd'hui, durite de frein, ça veut dire qu'une fois que j'ai changé les 4 durites de frein et fait la purge de frein, la voiture est normalement capable de se déplacer toute seule pour sortir de l'atelier. En fait non putain, à chaque fois j'oublie, il me manque toujours ce saloperie de support soudé là, parce que tu vois je peux pas trop sortir comme ça. On est dimanche, Ulysse de Usimeka m'a dit demain matin 8h tu viens à l'atelier, tu récupères, tu finis ta merde. Ouais, on va faire ce qu'il dit. Voilà, je vais quand même monter les durites de frein, mais du coup je vais pas sortir la voiture. Voilà, ça c'est une voiture off-road. Une voiture off-road, il n'y a pas de pare-choc, on voit la mécanique, on voit les grosses roues, on voit les grosses couilles du pilote. On y arrive. Le seul problème c'est que, enfin déjà, mon esprit est...
il est parti par là-bas. J'étais en train de changer toutes les durites, donc là maintenant on a les 4 durites de frein aviation qui sont montées. J'ai tout remonté nickel avec les écrous d'origine, j'ai mis de la graisse et tout. Oh, magnifique. Et après je me suis dit, tant qu'elle est en l'air, je vais arracher le pare-choc. Le problème c'est que derrière le pare-choc, d'un côté t'as le réservoir de lave-glace et de l'autre côté t'as, je sais pas, je pense que c'est la bouteille déshydratante de la clim. Du coup après vérification, cette espèce de petite bonbonne là qui est sous le pare-choc avant de la voiture, c'est le canister du réservoir d'essence. C'est un système anti-pollution. Si je peux le virer, ça va virer. Voilà. Deuxième chose, je vais maintenant procéder à la purge du liquide de frein. Du coup, purge complète, bien évidemment. Comme d'habitude, je fais ça avec mon petit appareil, le Easy Bleed. Ça marche super bien. Je fais ça avec une roue. Je mets la roue sur le moteur. Comme ça, la pression qui est dans la roue via la valve vient mettre le bocal de frein en pression. Et puis après, je vais ouvrir les purges une à une en partant de celle qui est le plus loin possible du boîtier ABS. Donc, le boîtier ABS, il est côté passager. Donc, il faut commencer par la roue arrière conducteur, puis la roue arrière, l'autre, et puis celle-là, et puis celle-là. Et bien évidemment, on va utiliser du liquide Motul. Alors, je sais plus où je l'ai rangé, il est là. Vu la couleur du truc, on va commencer par un basique DOT 4, et puis si jamais Constantin, il sait qu'il va faire l'idiot, il y a également la gamme RBF 600, et je crois qu'il y a même encore pire maintenant. Ça, c'est une gamme qui résiste aux hautes températures, aux changements brusques, etc. C'est encore mieux pour avoir un bon feeling à la pédale longtemps. Et nous, on va commencer avec ça pour faire une purge complète, ce sera vraiment plus que parfait. La purge est faite, la voiture dispose désormais de freins qui sont en théorie fonctionnels. Je n'ai pas essayé, mais en théorie, c'est fonctionnel. Aujourd'hui, je suis très content. Normalement, c'est l'ultime journée de tournage de ce premier épisode sur cette Jaguar, qui sera donc le premier épisode d'une énorme série de 2 épisodes. Le but étant, à la fin de cet épisode, de pouvoir sortir de l'atelier avec la voiture qui sera rehaussée pour un petit peu admirer la gueule qu'elle aura. Bref, Ulysse a terminé les petites douilles à venir souder sur nos pièces usinées. Regarde ça. Eh oui, tout bêtement, c'est ça, et ce sera bien évidemment soudé comme ceci. Donc c'est ce que je m'apprête à faire tout de suite maintenant. Je vais faire un magnifique cordon de soudure tout autour ici, bien géchard, bien énervé, et ensuite, ici sur la partie qui dépasse, avec ma petite meuleuse, on viendra faire un petit méplat, histoire que tout l'ensemble puisse venir se mettre parfaitement sous mon longeron pour que je puisse le souder. On se reprend quand ces saloperies sont soudées. Messieurs, dames, ceci fait partie des dernières interventions de la voix off sur ce film interminable. Les images que vous voyez actuellement sont celles du plus gros échec de la vidéo, le mental breakdown comme disent les anglo-iphones. Après avoir soudé la douille sur la cale, Anthony a essayé de la souder comme prévu. Mais comme on est sur la chaîne Anthony Perrier PDLV, rien n'est prévu et rien ne se passe comme prévu. J'en peux plus. Hier soir, à 21h, 22h, je sais pas, il y a encore eu un abandon de chantier. Parce que le poste à souder, il faisait tout et n'importe quoi, les soudures étaient absolument immondes, j'y arrivais pas. Et ça commençait vraiment à jouer sur mon moral. Donc je me suis dit, j'arrête, c'est pas grave, tant pis. Des fois, il faut juste se reconnaître vaincu, et c'est pas grave. Je pense que derrière la caméra, ou devant votre écran, peu importe, c'est pas forcément hyper évident de se rendre compte de tout ce que ça implique. Mais il faut que la vidéo sorte, il faut que la voiture sorte d'ici, il faut que Constantin récupère sa voiture. Comme ça, lui, il peut se faire plaisir avec, et puis moi, ça me fait plus de place dans l'atelier, et puis il faut que les autres projets avancent. Moi je suis super content de faire cette Jaguar là, mais effectivement faut quand même sortir les vidéos, parce que les vidéos c'est mon salaire, et sans mon salaire je peux pas vous sortir de vidéos, parce qu'en fait l'argent il tourne de manière circulaire. Ouah, il fait un placement produit trop bien, il s'en met plein les poches. Non, ça re-rentre dans les voitures. Quand je reçois 1000 ou 2000 euros d'un sponsor, ça rentre dans une voiture immédiatement, parce que on se rend peut-être pas forcément compte, mais les pièces ça va très vite sur les voitures. Je dis comme ça parce que derrière là il y a la 505, tu vois, mais là j'arrive un peu au bout du job. Du coup ce qui s'est passé c'est que ce matin je suis allé chercher le pick-up de Clayton qui m'aide, comme vous le savez, sur le projet 505 et sur d'autres projets aussi, notamment grâce à ses talents de dessinateur en conception assistée par ordinateur et soudure. Donc bref, tout ça pour dire qu'il m'a dit t'inquiète frérot, j'arrive, je viens t'aider. Et des fois c'est vraiment cool de savoir accepter une main tendue vers soi, parce que là mes nerfs étaient vraiment à vif sur cette voiture là. Et pourtant j'adore ce projet, hein. Mais depuis le début j'ai l'impression que cette Jaguar elle se fout de ma gueule et qu'elle me met plein de bâtons dans les roues là, et j'en ai plein le cul. Donc je vais en profiter pour nettoyer un petit peu le temps que Clayton arrive, parce que là même moi bosser dans des conditions comme ça là je peux pas. Je veux dire, si je suis venu dans ce garage c'est justement pour plus travailler dans la terre, tu vois, donc je vais tout nettoyer, tout ranger, mais au moins Clayton il vient ce matin là et on s'occupe de ça ensemble dans de bonnes conditions. Moi j'en peux plus, je suis vaincu. T'as gagné, hein. Bien joué.
Bien joué, gars. Meuf, je sais pas ce que c'est. Hey, all work, no pleasure. I ain't here to make friends, big stepper. Hey, bad guy, Heath Ledger. Ready for whatever, I'll be front and center. Don't fly too close to the sun, your body chopped up by propellers. Came in arrogant, but left out in a stretcher. The comparison, y'all know y'all couldn't replicate it. Chilling in the desert, I'm good under pressure. Stick around, let me hold it down. Look at what we found. Just a crown on me, wearing proud. What they was talking about. J'en avais absolument plein le cul de cette voiture, mais réellement plein le cul. Vous l'avez déjà entendu 18 fois à peu près, peut-être même plus que ça dans la vidéo. Un grand merci de m'avoir proposé ton aide. Ouais, y a pas de souci. Plus jamais je n'accepterai de faire une préparation sur une Jaguar, ni même une quelconque intervention mécanique. Je ne les regarderai même plus dans la rue. En soi, c'est pas vraiment la faute de la voiture, c'est juste un ensemble de merde. Alors en gros, ça c'est soudé. Magnifique. Regarde pas. Enfin magnifique, je sais pas. Mais du coup, c'était peut-être pas ma faute, les soudures de merde, ni la faute de mon poste à souder, parce que Clayton, lui, c'est quand même sa profession de faire des soudures, et il en a encore plus chier que moi. Mais vu qu'il a plus de talent, ça compense. On a également modifié cette pièce-là. La modification est presque invisible, c'est à peine perceptible. On sait pas du tout où est-ce que ça a été découpé et renforcé. Donc ça ira très très bien. L'idée maintenant, c'est donc de remonter ces pièces-là. Tout est soudé, tout est terminé, sauf les renforts à l'arrière, encore une fois, qui seront soudés plus tard. Et puis, on va pouvoir enfin la poser sur ses roues. Putain, je suis vraiment super content. Hein. Là, on peut voir vraiment les 4 cm de rehausse à cet endroit-là. Zoom pas trop. Hein. Non, zoom pas trop. Pas trop, s'il te plaît. C'est parti, on vous reprend dès qu'il est l'heure de poser la voiture au sol. Ça y est, c'est le posage ultime. On va voir la vraie hauteur du train avant, parce qu'avant, vu que ça avait un petit peu de jeu, peut-être que la hauteur n'était pas parfaite. Là, cette fois-ci, on va poser la voiture, enlever les bras, et ça va être la vraie hauteur définitive de la voiture. En vrai, je suis même pas sûr qu'un Jaguar F-Pace, il ait autant de garde au sol. Tu sais, les SUV là. Tu vois les SUV? Je parle, Benotto, réponds-moi. Les SUV. En vrai, je suis grave content. Hein. Alors, le seul truc, et ça je peux vous le montrer maintenant qu'il n'y a plus les bras là, c'est que à l'arrière, amortisseur neuf. C'est raide, hein? Et à l'avant, imagine le comportement de merde que va avoir la voiture. Ouais, il y a quand même une belle diff. Donc, je sais pas. Bon, ce coup-ci c'est la fin. C'est le dernier moment du tournage de cet épisode. Je suis content d'en arriver là. Vraiment, rarement une voiture m'aura donné autant de fil à retordre et autant de difficultés. C'est pas tant la faute de la voiture comme j'ai pu le dire tout le long de l'épisode, c'est plus le fait de rehausser une Jaguar qui est une idée un peu saugrenue. En vrai, je suis super content d'avoir fait ce truc-là, je suis super heureux qu'elle soit en l'air. Je dis pas que c'est fonctionnel puisque pour l'instant je l'ai pas sorti du pont, je sais pas ce que ça vaut. Peut-être je vais juste la sortir du garage, tout va exploser, j'en sais rien. Et je commence à être vraiment content du résultat. Un grand merci à Clay et Val qui sont venus m'aider du coup pour souder les espèces de renforts sur la traverse à l'avant. Donc ça c'est fait. Il me reste vraiment que l'arrière à renforcer. J'ai également modifié un petit peu les supports de la boîte à air, modifié les supports de la pipe qui va jusqu'au papillon, tout ça. Puisque forcément le moteur a été rabaissé de 40 mais les supports de la boîte à air non. Donc il a fallu faire un petit truc avec des petits tuyaux. Je me suis débrouillé, ça s'est très bien passé. Il est maintenant l'heure de démarrer la voiture et pour rappel la ligne d'échappement est derrière la voiture. Elle est plus du tout montée, il reste que le catalyseur sur la voiture. Je pense que ça va faire un boucan des enfers. C'est parti. Bon, opération, la sortir du pont. C'est génial! Ah, ça roule! Oh, t'es mal à la gueule de la voiture! Elle est énorme! Merde! Je me disais que ça sentait un peu le savon. J'ai dû mettre un petit coup dedans sans faire exprès. Ah
putain, oui, mais oui. C'était donc ce moment-là que j'attendais, enfin, avec beaucoup d'impatience. C'est pour ça que j'ai accepté ce projet, c'était pour voir une putain de Jaguar unique dans mon jardin. Et je suis vraiment super content, j'espère que Constantin, le designer automobile, sera également aussi hyper content de voir le résultat de cette caisse-là. Alors là, bien sûr, c'est la fin de l'épisode 1. Je vous prépare un deuxième épisode qui sera beaucoup plus chill. Ça va être un petit peu de maintenance mécanique, faire une grosse révision, etc. Ça va être également couper les ailes, rajouter des fenders, rajouter des cales, la rendre vraiment baroudeuse, finir un petit peu son look baroudeur, peut-être mettre une galerie de toit en fonction du budget qui nous reste, mettre des longues portées. Je pense que ça va être super cool, ça va être du fignolage et bien évidemment ça va être l'essai. Ça va pas être un essai routier, ça va être un essai dans les chemins, dans les pistes et j'en suis super content. Donc encore une fois, un énorme merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voulez en voir plus à propos de cette Jaguar, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne YouTube parce que c'est que le début. Les projets débiles ne font que commencer et très bientôt sur la chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver la Peugeot 505 avec le fameux OM606 Mercedes pour son premier démarrage. J'avoue que je suis hyper content de vous proposer ce projet-là et de pouvoir aller au bout du truc avec vous. Donc voilà, ça c'était un petit projet entre deux. Ça devait être de base un petit projet simple, histoire de pouvoir respirer, souffler un petit peu du stress et des millions de questions que me font soulever la 505. Au final, c'était pas du tout ce que j'escomptais. C'était bien plus dur que ce que j'aurais pu imaginer. Mais en attendant, là, on a une Jaguar XJ40 off-road et ça me rend vraiment très très heureux. Je suis putain de content. Merci de suivre ces aventures. Je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour la 505 OM606, le démarrage.